cette connaissance et cette énergie peuvent-elles venir? Elles viennent du Haruka Café, le full manga podcast où l'on parle manga, manhwa, global manga, en marge de l'actualité ou presque. Nous sommes en 2019 et je suis Osho-san en live du Kensington Café à Nancy. Et pour m'accompagner, il y a Nico, aka Atuman, qui ne va pas tarder à investir dans l'éco-construction. Qui sait, peut-être, il va nous construire une éco-librairie. Ou pas. Ok, ou pas. Inès, notre Asano Hunter préféré, qui se promène dans les bois ce mois-ci, à la recherche de sa tata. Tu l'as trouvée ? Non, toujours pas. Au programme de cet épisode 6 d'Haruka Café, ça va être très champêtre. Champêtre, hein, un petit peu aujourd'hui. Donc au programme de cet épisode 6 d'Haruka, on commence par L'Enfant et le Maudit de Nagabe. C'est un seinen en 2 tomes, en cours, chez Komiku. Le 3e ne devrait pas tarder. Il y en a 3, mais le 3e n'est pas encore sorti. Et ils en sont qu'au 3e aussi au Japon. Donc à mon avis, c'est un peu compliqué pour nous, l'attente. On enchaîne ensuite avec Je suis Shingo de Kazuo Uematsu. Seinen en 6 tomes. Pour l'instant, il y a un tome sorti chez nous, au Lézard Noir. Ensuite, ce sera au tour de Hanada, le gardement, de nous faire tourner la tête. Donc c'est de Makoto Ishiki. C'est un Kizuna. On expliquera plus tard ce qu'est Kizuna. Donc chez Kiun, il y a un tome pour l'instant et c'est 5 tomes finis. Hein. C'est un manga, comme on va le voir, qui date de pas mal d'années. Ensuite, ce sera Ma vie dans les bois, le choix de Nico, de Shin Morimura. Seinen en 1 tome en cours chez Kaze. Chez Kaze, n'importe quoi. C'est pas chez Kaze, la honte. Chez Akata. Oui, alors, un jour où ils feront des trucs comme ça chez Kaze, hein. Clac, voilà. Et on terminera par Old Dog de Minho Choi chez Aigen District, Kotoji. Hein, Cocorico, double Cocorico, la Lorraine et tout. Ça vient de chez nous. Donc c'est du coréen, comme vous avez pu l'entendre. Et c'est un manhwa en je ne sais pas encore combien de tomes. En tout cas, c'est le tome 1 qui vient de sortir dans nos vertes contrées. Mais tout d'abord, c'est l'instant pilule où l'on parle de nos lectures en cours. Ces pilules bonnes pour la santé, mauvaises pour l'éducation. Et je commence par Nico. Mais Nico, il n'a pas voulu me dire de quoi il allait nous parler ce mois-ci. Nico, qu'est-ce que tu nous mijotes ? Alors, qu'est-ce que je vous mijote ? Alors, c'est simple. Je pouvais pas vous parler de mes lectures en cours. Il y en a trop. Non, mais je déconne pas. Depuis que je suis revenu de vacances, depuis le début août et là septembre, c'est simple, il y a une chietterie de super bonnes lectures. Si je devais vous énoncer que quelques comme ça qui me viennent en tête, entre, j'en ai déjà parlé, je sais, mais Fire Punch tome 2, qui est une bombe atomique à un point qu'on ne pouvait même pas imaginer. Ouais, parce que le 1 est bof. Hein. Le 1 est très bon et le 2 est encore meilleur. Mauvais. Oh là, mais ça se voit que vous avez vraiment pas de goût. Hein. On a eu ça, on a eu Mémoire de Vanitas, on a eu... comment ça s'appelle ces trucs-là ? Il y a eu Rainman, il y a eu... je pourrais même pas vous dire, il y en a trop, il y a beaucoup trop de bonnes lectures. Je n'ai pas arrêté. Donc là, vous devoir m'arrêter aujourd'hui, vous dire, alors il y a une lecture que je suis en train, non, il y en a trop. C'est pour ça que je ne pourrais pas vous en parler. En ce moment, tous les numéros 1 qui sont sortis chez vos libraires, regardez-les, et ben parmi ceux-là, c'est quasiment que de la bombe atomique. C'est quasiment que du très 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 bon. Et c'est ça qui est fou. C'est même assez désolant parce qu'il est difficile aujourd'hui pour moi pour vous dire, tiens, là, j'en ai un qui dépote. Bon, après, si, j'ai quand même 2 qui sont sur la sélection. C'est quand même, pour moi, il y a Hanada et La vie dans les bois qui sont, pour moi, les 2 qui m'ont mis le plus ma claque sur mes lectures. L'Enfant et le Maudit étant un peu plus ancien, c'est vrai que celui-ci, je voulais à une époque avec Inès, on voulait en parler en même temps que comment ça s'appelle, Ancien Magus Brad, mais on a dit allez, là, on vous le présente, elle a raison, on t'en prend, allez, on va s'amuser avec. Donc c'est vrai que là sur le coup, je peux pas vous dire. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'en ce moment, il y a tellement de bonnes lectures que je suis perdu moi-même. Mais quand je dis que je suis perdu, quand je me mets devant mon mur à lire de la boutique, je me dis qu'est-ce que je vais prendre ? Il y a trop de choses, j'ai envie de tout prendre en même temps et de tout lire. Donc c'est une horreur. J'ai pas le temps de tout lire et ça c'en est vraiment c'en est frustrant. Et en plus, c'est d'autant plus frustrant parce que vous comprendrez à la fin pourquoi en ce moment je n'ai pas vraiment le temps de lire tout ce qui sort en ce moment. Et ce qui prouve que forcément je sais, je ne fais
je lis plus trop de manga en ce moment, vous comprenez pourquoi. Donc je vais relaisser mon cher Stan continuer et vous dire qu'en ce moment, sans déconner, si vous avez, je vous invite à aller voir chez vos lecteurs, chez vos libraires, allez voir les numéros 1. Demandez-leur qu'ils vous montrent les quelques numéros 1 qui sont sortis ces derniers temps et qui vous en parlent. Et vous serez sur le cul. Là, il y en a un que je suis en train de... Là, j'attaque le 2. C'est Where War Daemon. Ou un truc comme ça, Demon War, machin. C'est une sorte de Alice au Pays des Merveilles version démoniaque. Mais c'est trop de la balle. À la base, je voulais pour aller là. Je pense que je vais le garder pour la prochaine fois, qui sera très très bientôt. Mais alors vraiment, là, il me touche au cœur. Donc je vous en parlerai plus tard, mais vraiment très 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 bon. Chez Akata ? D'accord. Non, moi, je pense que tu as raison. Moi, je suis parti, voilà, pour la petite histoire, je suis parti à l'étranger tourner un documentaire pendant quasiment un mois. Et quand je suis revenu, je suis passé donc, pour acheter les mangas de ce mois-ci. Je savais plus où donner de la tête. C'est ça. Et voilà, tu as parlé des sorties, mais alors, il y a le Dead Demon 5 dont Inès va nous parler rapidement, qui est sorti. Là, il y a quoi ? Il y a To Your Eternity, tome 3. Il y a My Hero Academia, tome 10. One Punch Man, tome 8. Mob Psycho 100, tome 3. Enfin, et puis d'autres bouquins dont on vous parlera le mois prochain. Mais c'est la folie complète. Là. On ne sait plus donner de la tête. Donc bon, on va essayer de... Oui. Ah si, j'ai quand même un dernier truc à dire. L'un des derniers qui m'a vraiment bien surpris, ça a été le Vigilant Illegal My Hero Academia. C'est un spin-off qui se passe justement en même temps que My Hero Academia, et ce sont deux lectures qui vont se lire totalement en parallèle et qui vont se suivre, ce qui veut dire qu'il va se passer des situations dans le illégal qui va avoir une répercussion dans le My Hero. Donc par moment vous allez dire tiens, dans My Hero, tiens, il y a une histoire de drogue, qui c'est qui a résolu ça? Si vous lisez illégal, vous aurez la réponse à savoir qui l'a découvert, qui l'a résolu et pourquoi. Et en fait les deux se parlent. All Might va même intervenir dans le illégal, on va voir les deux, et c'est deux jeunes auteurs, un scénariste et un dessinateur qui travaillent justement avec l'auteur de My Hero pour lancer ce spin-off. Donc il travaille avec l'histoire principale de l'auteur de base, mais c'est eux qui écrivent l'histoire en accord avec l'auteur, et c'est hyper bien. Même les deux sont à voir d'une manière toute simple. C'est comme si vous aviez My Hero Academia qui était Superman, donc la lumière, le beau, le machin, il a son diplôme, voilà, ils sont beaux, ils sortent de sable chaud, tout va bien. Et vous avez le illégal qui est un peu le Batman de l'univers, parce que ce sont des héros, ils n'ont pas le droit, mais ils le font. S'ils doivent se cogner contre les propres héros pour aller et amener la justice, et ben ils le feront. Et ben c'est ça, et c'est vachement bien. Les deux, voilà. Alors, si je peux me dire une lecture, voilà, je vous donne ça. Mais en tout cas, voilà, ça a été une de mes belles petites surprises qu'on a eues. Donc pour ceux qui ont envie de découvrir un spin-off fait par un auteur à part, je vous le conseille. Legal. Ok. Voilà, tu me l'as vendu. Hein. Je me tâtais. Je me dis est-ce que je le prends, est-ce que je le prends pas. Bah, écoute, voilà, tu vas encore te faire 7 €. Hein. 7 € dans la poche. Voilà. Inès, est-ce que tu peux nous parler juste rapidement, parce qu'on en a parlé bien juste avant les vacances, au mois de juillet, de Dead Demon, Dead Distraction. Là. Donc le tome 5 qui vient de sortir. Ouais, contrairement à vous, je n'ai acheté aucun manga pendant ces vacances. Pas qu'il y avait rien qui m'intéressait, c'est juste que je voulais rien acheter, je voulais faire des économies, etc. Et alors, si vous voulez faire un versement sur le compte d'Inès, attendez la fin du podcast, on vous donne le RIB. Je vous donne tout le RIB, je vous donne tout. Alors, mais du coup, j'ai acheté le tome 5 de DDD parce que, bon, bien sûr, faut que je continue, c'est obligé. Alors, c'est dans la même ambiance, si on veut. Ça avance pas trop, ça recule, ça continue. Enfin, vous voyez, vraiment, ça prend son temps. Mais là, on apprend quand même plusieurs choses qui nous trottaient à la tête, qu'on avait envie de savoir. Alors déjà, je dis spoil, parce que c'est le tome 5, donc faites attention. Vous bouchez les oreilles. 1, 2, 3. Vas-y, Inès. Ouais. Donc, par exemple, il y a plusieurs points de vue. Un point de vue intéressant qu'on avait envie de savoir, c'est ceux qui tuent les envahisseurs, ceux qui font partie de l'armée. Il y a un homme qu'on va un tout petit peu suivre, et disons que c'est un point de vue assez important, parce qu'on se rend compte que c'est pas aussi évident que ça. Souvent on pense que tout le monde est contre les envahisseurs. Après, bien sûr, l'auteur il nous montre qu'il y a quand même des gens qui sont pacifistes, qui disent il faut vivre avec les envahisseurs, etc. Donc de ce côté-là, ce point de vue-là, il est assez intéressant, et j'espère qu'il sera développé dans les tomes futurs. Il y a aussi... qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Ah, tu voulais parler ? J'attends parce que j'avais une question à te poser justement par rapport au 5. Ouais, attends, maintenant du coup... Tu l'as perdu. Tu parlais des points de vue. Ouais.
Il y a aussi, du coup, on a d'autres points de vue sur les envahisseurs. On en sait un tout petit peu plus, mais bien sûr, comme à son habitude, gros cliffhanger sur la fin. Ça devient, sans trop spoiler, ça devient un peu plus pessimiste. Ça commence à devenir pessimiste, presque nihiliste. Ça noise, voilà. Ouais, presque nihiliste. Donc voilà, on s'y attendait avec Asano, mais là, voilà. Petit cliffhanger sur la fin, vous verrez, il y a aussi des relations qui se font un peu plus. Et on apprend beaucoup plus sur un certain envahisseur qu'on avait vu dans les autres tomes. Là, on va un peu plus en apprendre. Mais c'était justement la question que j'ai te poser. Est-ce qu'on en apprend un peu plus, un sur les envahisseurs et deux sur effectivement, voilà. Est-ce que ça va se développer un peu plus? Que j'admets que je l'ai Oui. pas lu, donc j'aimerais bien avoir la hype pour savoir si ça se pousse un peu plus. Oui, ça pousse un peu plus en quelques phrases, tu vois. Non, je spoil pas, mais tu verras, il dira des petites phrases comme ça en l'air et ça aura beaucoup son importance. D'accord, donc je vais le lire. Ok, c'est bon. Je mettrai Et le reste de Et côté. il y a une petite relation qui se fait aussi. Ah. Tant que ce n'est pas à la manière de la fille de la plage, ça me va. Non, j'espère vache, pas alors. non plus. Non, je pensais qu'Inès avec ses goûts, elle aurait apprécié la fille de la plage. J'ai apprécié- Non, mais la relation de la fille de la plage, ça va quand J'ai même. apprécié la fille de la plage, Si, mais moi aussi. là-dedans, non, ça n'a Moi rien aussi, à mais voir. bon, il y avait une limite. Alors, moi, ça me choque pas, mais il y a une scène où on mange une certaine. Voilà. Je n'en dirai pas plus, mais moi, ça me choque pas, mais je cherche toujours l'intérêt de cette scène. Ouais, bah c'est ça. C'est ce qui a déplacé pas mal de personnes. C'est des jeunes qui vont toujours plus loin, tu vois, qui expérimentent. Voilà. J'ai été très loin, merci. Non, je suis désolé, mais là, il y a une limite quand même. Non, ça, c'est même pas expérimenté. C'est trouver une excuse pour rajouter un truc. C'est le seul Asano qui a quand même fait découvrir le plus Asano, c'est les enfants de la plage. La fille de la plage. Et le problème, c'est que pour moi, c'est une hérésie pour la simple raison qu'il a fait tellement de bonnes choses et c'est parce qu'il sort un truc chez Yemacho, parce qu'il a IMHO. Imo. Donc IMHO, ok. donc Imo, pour ceux qui le veulent. Ils ont sorti ça parce que Kana ne le voulait pas, parce qu'il y a trop de cul. Et en fait, ils cherchaient un éditeur, ils ont trouvé celui-là et c'est sorti là-dessus. Et le problème, c'est que je suis désolé, mais c'est parce que c'est du cul, c'est les lecteurs de BD qui font regardez, un truc Asano, c'est vachement bien. Moi, c'est surtout parce qu'il y a du cul, on va le mettre en avant. Aïe, on va parler de lui. Merde, il y avait tous les autres trucs auparavant et des choses bien meilleures. Et je suis désolé. Moi, je trouve que c'est insultant de dire qu'aujourd'hui, Asano a été reconnu par les filles de la plage quand on voit tout ce qu'il a fait derrière, comme le chant de l'arc-en-ciel, comme Dédé, comme Bonne Poun Poun. Je suis désolé, mais avoir les filles de la plage, pour moi, les filles de la plage, à côté de tout ce qu'il a fait, c'est quand même d'obèse à côté, parce que tout est basé sur une histoire de cul et de la facilité dans le cul. Je suis désolé. Moi aussi, j'étais adolescent. Moi aussi, j'ai fait conneries. Moi aussi, j'ai découvert des trucs. Et moi aussi, j'étais extrémiste sur pas mal de choses là dans le domaine. Mais non, c'est c'est facile, quoi. Ça a été une trop grosse facilité. C'était vraiment de faire du cul pour du Asano. Et ça, j'en suis désolé. Si les lecteurs l'ont découvert par rapport à ça, je trouve que c'est dommage. Moi, je suis pas totalement d'accord, mais bon, on va pas s'étendre. C'est normal, on n'est jamais d'accord là-dessus. Non, mais Asano, voilà, c'est une puriste, hein, qu'est-ce que je te dise. Non, moi, voilà. Heureusement, j'ai pas découvert Asano par ça. Autrement, je pense que ça, c'est comme Maro, je serais pas allé plus loin, je pense. Ouais. Mais ouais, donc clairement, j'ai découvert par autre chose, donc voilà, par Poun Poun notamment. Ah, pareil. Oui, j'ai commencé par ça, comme beaucoup de monde, et après, mais bon, ça ne reste pas mon préféré. Mon préféré reste le chant de l'arc-en-ciel, mais bon, c'est un autre débat. Ah, moi, c'est pas mon préféré. Et qui malheureusement n'est plus lisable, hein, vu que mes amis de chez Panini ne l'ont pas réédité. Moi, j'étais allée leur demander sur leur stand. Ils ont dit non, on fait pas trop des rééditions. Hein. Entre autres choses. Ah bon, on n'avait pas du tout remarqué. Non, pas du tout. Ouais, Ouais, je suis quand même allée demander, bien innocemment. C'est bien. Vous voulez pas réimprimer le chant de l'arc-en-ciel? Oh bah non, hein. C'est pour ça qu'ils ont fait. Ils t'ont arrivé avec ton t-shirt avec ton t-shirt Pon là. C'est pour ça, et en même temps, ils ont réédité quand même les Vents de la colère, Kazenocho de Tezuka, Taniguchi, pardon, qui marche pas des masses et qui à l'époque n'avait pas trop marché. Ils l'ont ressorti parce que comme il est mort, forcément, il fallait bien faire de la hype dessus. Et quitte du Asano, ça se vendrait bien mieux quand même. Quand tu mourras. C'est pas sympa ça. Ok les enfants. Inès, c'est bon? Ouais, bah c'est. On a fait c'est le tour. tout. Allez, allez-y pour le tome 5. Hein. Oui, ça t'inquiète pas. T'inquiète pas, je l'ai pas pris aujourd'hui parce qu'il y a trop de trucs à lire, donc il fallait faire des choix. Voilà. Ok, et alors moi les amis, je vais vous parler c'est pas la dernière heure, c'est dernière heure de You, chez Akata.
Alors ça, écoutez, moi ça fait quelques temps que j'ai un peu décroché Akata, il faut que j'avoue. Akata ils m'ont perdu avec leur what the fuck, qui n'étaient pas vraiment des what the fuck, avec un certain nombre de titres qui me parlaient pas, particulièrement en termes de sujet. C'est bien d'être engagé, mais quand à un moment tu ne fais plus que ça, et puis que la qualité intrinsèque de l'œuf qui est entre les mains se perd. Moi, moi c'est ce qui s'est passé pour moi. Ce qu'on avait lu, la Perfect World, déjà, moi je suis pas fan de shoujo, mais alors celui-là c'est pas ça qui va me faire aimer, tu vois. Pas en me mettant en essayant de me mettre la larme à l'œil parce qu'on traite d'un handicapé, mais non. Il va non, falloir ça- que je vous fasse lire des choses quand même. Hein. Ouais, on bah en écoute, parle pas assez. on va essayer. Ouais, non, Bah mais- oui, c'est bien les shoujo. D'accord. Ok. Bah écoute, si t'arrives à m'en trouver un qui me plaît, parce que même Orange j'ai pas aimé, hein, donc comme ça c'est dit. Mais donc voilà, donc ils m'ont un peu perdu du coup Akata pendant un certain temps. Prisonnier Riku, j'ai adoré. Magical Girl of the End, j'aime beaucoup. Le truc avec les animaux là, Rome Carnivore, ça me dit vachement. Bon, c'est en 3 tomes. Le problème de Royaume Carnivore, c'est qu'il est extrêmement bon. C'est ça ce problème. C'est qu'en fait, en 3 tomes, comment tu veux faire une histoire qui est normalement énorme, qui t'annonce comme un truc, une épopée incroyable, et on dit non, en fait, c'est en 3 tomes. En fait, limite, c'est un chapitre. Tu te dis que c'est le début d'un. C'est comme une saison. Quand vous lisez un One Piece ou un machin, vous avez une saison de quelques tomes, et ben voilà, et ben c'est ça. Donc t'attends la suite, et ben t'en auras pas parce que ça se finit comme ça. Et c'est frustrant parce que c'est super, et pourtant. Bah écoute, hein, de toute façon, en 3 tomes, je risque pas grand chose. Mais puis le dessin est magnifique, donc comme ça au moins je partirai pour ça. Donc je vais vous parler, voilà, Nico il nous fait du bruit, hein, Coco. Donc moi je vais vous parler donc de Dernière Heure de You chez Akata. Alors, et si un jour la guerre était au programme des collèges au Japon? C'est ça, en gros le postulat c'est ça, c'est un jour, voilà, vous avez votre table, votre emploi du temps, et tout à coup vous voyez que dans l'emploi du temps, il y a une case qui est rajoutée, le vendredi en dernière heure par exemple, guerre. Qu'est-ce que c'est que ça? Et c'est ça, ce manga parle de ça, c'est en fait une dystopie qui se déroule dans un collège de campagne à Aoshima, zone pour l'instant épargnée par la guerre. La guerre fait rage à Tokyo, etc. Contre qui? La bien-aimée de notre héros, Saku, laquelle elle vient de Tokyo, elle a déjà vécu la guerre. Et elle est appelée, encore une fois, à l'effort de guerre. Saku s'interpose, mais est déclaré inapte. On ne sait pas pourquoi. Hein, donc lui et une autre amie sont les deux seuls d'ailleurs à être déclarés inaptes à faire la guerre. Pourquoi? On ne sait pas, étant donné que Saku en plus est une bête en sport. On se dit, attends, il serait normal qu'il soit envoyé au front. Mais non, donc c'est sa bien-aimée qui va partir. Donc pourquoi certains sont envoyés et d'autres non? Quelle est la nature de cette guerre? Qu'est-ce que le fil d'araignée? Donc le fil d'araignée, c'est le nom qui donne à une espèce de faisceau qui vient du ciel. Voilà, qu'est-ce que ce fil d'araignée? Et qu'est-ce que les anneaux de la sagesse? Ce sont des espèces d'anneaux comme ça qui flottent dans l'air. On se demande, voilà, c'est quoi ce faisceau? C'est quoi ces anneaux de la sagesse? Donc là, on a encore une fois une œuvre engagée pour Akata, hein, comme vous voyez, qui parle plus ou moins des enfants soldats. Mais l'originalité, c'est qu'on ne va pas arriver, comme dans un Metal Gear Solid 5 par exemple, ou dans un Blood Diamond, ou des choses comme ça, où la réalité est là depuis plusieurs dizaines d'années, où des enfants soldats sont là depuis des dizaines d'années. Non, là on prend des gamins lambda, qui pourraient être dans un collège n'importe où en France, et tout à coup il y a une guerre, et tout le monde est décimé, si bien qu'il faut même envoyer les gamins faire la guerre. Donc là, tu as ces gamins qui vont être confrontés à la réalité de la guerre, donc ça va venir perturber énormément leur quotidien, et ensuite ils se retrouvent face à la dure réalité de l'engagement. Donc ça, c'est le sujet principal, bien évidemment, de cette œuvre. Mais ce qui est intéressant, c'est que on y retrouve tout, malgré tout, le quotidien de collégiens normaux, c'est-à-dire les petites amourettes, bien évidemment. Il y en a une qui aime énormément cuisiner, donc ça va parler de cuisine, voilà, comment on prépare un petit plat et tout ça. Et tu as ce mélange un petit peu de tous ces ingrédients, voilà, c'est le cas de le dire, qui font que pour un premier tome, on est vraiment transporté. Et puis tu as ce petit côté mystérieux, hein, donc apparemment ce sont des extraterrestres, ou en tout cas des êtres au pouvoir paranormaux, on va dire, qui attaquent les Japonais. Donc moi, je peux vous le conseiller, hein, encore une fois, une œuvre engagée chez Akata, mais pas que. On est vraiment pris par la narration, pris par ces personnages. Le dessin est frais, comme on pourrait dire. On aime bien utiliser ce terme chez Harukiya. Le dessin est frais et on se laisse vraiment transporter par ces petits jeunes collégiens. Voilà, moi ça m'a pris et j'adhère et je dis, lisez Dernière Heure de You chez Akata. Et donc, passez le moment, hein, les amis, de passer à nos chroniques du mois.
Et donc, nous allons commencer par L'Enfant et le Maudit de Nagab ou Nagabe, qui est sorti chez Komiku, 2 tomes pour l'instant. Le 3e devrait pas tarder, il n'y en a que 3 de toute façon au Japon. Donc, qu'est-ce que L'Enfant et le Maudit ? Alors, c'est l'histoire de lumière, de ténèbres, d'intérieur, d'extérieur, d'humain et de maudit. Dans un monde, comme vous pouvez le voir, polarisé, une fable s'écrit dans une demeure levée au cœur d'une forêt. C'est l'histoire de Shiva, la petite humaine, une petite fille, qui attend le retour de sa tante. Et du professeur, c'est un être maudit, mi-homme, mi-bête, alors je vous laisserai définir le type de bête que c'est assez étrange, qui la protège des menaces environnantes. Quelles sont ces menaces environnantes ? Pourquoi en ont-elles après la petite ? C'est ce que nous propose de découvrir L'Enfant et le Maudit dans cette première œuvre. Car il faut souligner que c'est la première œuvre de l'auteur, donc qui se fait appeler Nagabe. Inès, qu'est-ce que tu peux nous dire dessus ? Alors, tout d'abord, L'Enfant et le Maudit, je l'attendais. Dès que j'avais entendu sa sortie, je l'attendais. Parce que c'est un peu comme un pavé dans la mare. C'est un peu ce genre de manga. C'est une petite pierre précieuse. Si on veut quelque chose, on ne retrouvera pas partout. En plus, c'est édité chez Komiku. Donc, de ce côté-là, moi, je trouvais ça très intéressant. Alors, comme tu le disais, c'est une fable. Pour moi, c'est une fable. Et Rien que par le titre déjà. ouais, L'Enfant et le Maudit. L'Enfant et le Voilà. Maudit, voilà, exactement. Le renard et le cochon. Non, je... Vas-y. Ce qui est intéressant avec les fables, je trouve, c'est qu'on peut avoir 2 lectures. On peut avoir un peu les fables, c'est souvent lu aussi par des enfants. Est-ce que c'est un manga qu'on pourrait donner à des enfants ? Je pense. Mais il y aura une vision enfantine, innocente, et une vision adulte. Et c'est ça qui est intéressant. Déjà, l'histoire se base sur 2 personnages. Shiva, la petite fille, innocente, frêle, qui a besoin qu'on la protège, et le maudit. Le maudit qui est appelé professeur, qui est toujours là, qui la protège, qui lui fait à manger, qui lui lit des histoires, qui lui dit ne rentre pas trop tard. Voilà, c'est vraiment une figure protectrice, voire paternelle, je dirais. Mais qui ne peut pas la toucher. Mais qui ne peut pas la toucher exactement. En fait, c'est comme tu le disais, c'est vraiment 2 êtres que tout oppose. Il y a les ténèbres, la lumière. Mais comme on dit, les ténèbres ne peuvent pas exister sans la lumière et la lumière ne peut pas exister sans les ténèbres. Vraiment, les 2 ont besoin de l'autre. Et c'est intéressant de voir 2 êtres qui tout s'opposent. Comment un enfant, par exemple, qui lit ça, pourrait interpréter ce personnage qui, physiquement, est pas monstrueux, on va dire, mais assez effrayant. Bon, vraiment, ça dépend du point de vue, mais il a un peu tous les caractéristiques d'un être qu'on pourra avoir peur. Par exemple, il a des cornes, il a une sorte de bec de Cocatrix, une longue queue de dragon. Vraiment, il me fait un peu penser à un faune, au dieu Pan, si on veut, limite. Voilà, c'est ça. Franchement, il est vraiment très spécial. Et du côté de l'enfant, comment il pourrait le voir ? Est-ce qu'il pourrait se dire, c'est lui le méchant ou pas ? Et en fait, je pense que, après je ne suis pas enfant, mais je suppose que l'enfant verra comme Shiva voit ce monstre comme une personne attachante qui ne fait pas de mal au final, même si elle est maudite. Et du coup, c'est vrai qu'il n'y a pas le bien et le mal. Le bien et le mal, si on veut, entre guillemets, sont ensemble, mais du point de vue moral, il n'y en a pas. Parce que tous les 2, lui qui est censé représenter le mal selon les humains qui vivent à l'extérieur, non, à l'intérieur. À l'intérieur, ouais, à l'intérieur. Lui qui devrait être un peu le diable est considéré pour la petite fille comme l'être unique au monde, si on veut. Du point de vue des humains, c'est quelqu'un à abattre, et c'est vraiment le cas. Mais bon, même de ce côté-là, l'auteur, disons que c'est des soldats où leur moitié de visage est cachée, et disons qu'ils sont obligés de faire. Ils sont obligés parce qu'à un moment il y aura des complications. Eux ils vont retourner à cette zone extérieure où vivent Shiva et le professeur, où ils vivent reclus. Avant il y avait les habitants, mais ils sont devenus maudits. Donc de ce côté-là, il y a pas vraiment de bien et de mal dans ce manga, et je trouve que c'est très appréciable.
Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Au niveau des dessins, bien entendu, je pense que c'est pas une histoire et ensuite vient les dessins. C'est vraiment les deux réunis forment vraiment le manga. Je pense que c'est très important à rappeler. Rien qu'au niveau des couleurs, beaucoup de contrastes, beaucoup de noir et de blanc qui sont vraiment sublimement faits. On a des décors qui sont assez sombres et il y a la petite fille qui est toute blanche, qui se balade avec un parapluie noir qui la protège si on veut. C'est un peu une image où il faut voir dans le manga, mais c'est très très beau. Ça joue vraiment sur les contrastes avec la petite fille qui est blanche et lui qui est grand, qui est noir. De ce côté-là, franchement, les dessins, ils nous mènent à une ambiance de dingue, ils nous happent. C'est vraiment du très bon, moi, je trouve. C'est vraiment c'est vraiment un manga précieux, si on veut. Après, ça prend son temps, ça se brode. Il se passe pas grand-chose. Au début, c'est la tranche de vie. Puis ensuite, à la fin, il y a le cliffhanger. On a envie d'apprendre la suite, absolument. Je pense que c'est le cas de tout le monde, non? Oui. Vraiment, c'est le cas de tout le monde. En plus, voilà, ça prend son temps et c'est très bien aussi. C'est très bien. Nico? Alors moi, il y a un truc qui m'avait vraiment beaucoup marqué dans ce manga, c'était le côté double lecture. Cette lecture qui est très adulte, parce qu'on a vraiment ce côté où on suit ce professeur à travers cet enfant. Parce qu'en étant adulte, on comprend plus facilement certains intérêts du professeur. Quand il ne touche pas la nourriture, qu'il lui demande de venir chercher la nourriture, parce qu'il ne peut pas la toucher. On ne sait pas pourquoi il ne veut pas toucher ni la fille au début, ni la nourriture. Quand il est dans le village où on voit de loin un autre maudit, et la gamine lui pose une question, ah, il y a machin, oui, là. Et on voit les réflexions, ce qu'il dit, on se dit, ouh, il y a d'autres choses qui sont derrière. Et en même temps, le côté innocence de la gamine qui fait qu'on voit à travers un enfant qui voit comme vraiment un enfant. Il a son regard d'innocence. Pour lui, il ne va pas regarder forcément le monstre comme un monstre. Si le monstre est gentil avec... Il ne discrimine pas. En fait, voilà, c'est ça il n'y a qui est très aucune bien. discrimination, il n'y a aucun regard. Mais quand on regarde le côté du regard des humains, comme quand tu as les humains qui tombent sur la gamine, ils disent « Ah, un maudit, il faut la tuer !» Non, c'est une gamine, elle est là. Et pourtant, les soldats veulent la tuer. Et pourtant, elle n'a pas de marque d'être maudite ou quoi que ce soit. Et c'est le côté de double regard. Le regard de cet enfant qui regarde avec une innocence et elle vit avec ce professeur. Et le côté où ces humains qui voient à travers leur peur et qui, eux, voient des choses qui ne sont pas et qui jugent automatiquement et qui discriminent automatiquement. Et c'est ça qui est très fort. Et c'est pour ça que ce manga m'a mis complètement... m'a mis sur le cul. Et graphiquement, et le découpage même des scènes et des points de vue, on a très peu de champ contre champ, trois quarts, compagnie. On a beaucoup plus souvent des profils ou des côtés, enfin des profils ou des faces. Et ça me faisait beaucoup penser à une émission quand j'étais gamin. C'était une émission, je ne sais pas si tu te rappelles, une émission où tu voyais comme une sorte de dessin animé, mais tout était vu de côté, avec des personnages qui étaient un peu je ne vais pas dire en marionnette, mais à peu près. Et ils ont même sorti un film Prince et Princesse il n'y a pas très longtemps. Et ben ça me faisait un peu penser à ça, ce côté de justement l'enfant. Et ça, moi je trouvais ça extrêmement poétique et beaucoup plus touchant. Et c'est pour ça que j'ai adoré du début. Je suis tombé amoureux. De toute façon, je pense qu'autour de cette table, on est tous tombés amoureux. Même Kino qui n'a pas pu nous rejoindre, hein, effectivement, on n'en a pas parlé, mais qui n'a pas pu nous rejoindre aujourd'hui. Voilà, aussi, lui, énormément apprécié l'enfant et le maudit. Oui, c'est sûr. Alors, d'autant plus que voilà, notre petit groupe s'est constitué, au-delà d'Asano, c'est aussi constitué autour du fait qu'on voulait ouvrir un petit peu le manga à autre chose que le manga, au niveau des influences et au niveau de l'analyse qu'on peut en avoir. Et c'est vrai que là, on est en plein dedans. C'est une œuvre symptomatique de ce qu'on aime chez Harukiya, c'est-à-dire qu'on est vraiment sous influence là, notamment picturale, quoi. On est en plein. Alors après, moi, j'ai eu quelques noms qui me sont venus tout de suite. Hein. Moi, je pense juste à du Georges de la Tour, bien évidemment, avec ce qu'on appelle la technique du clair-obscur, énormément utilisée, avec des taches de lumière au niveau de l'obscurité. Même à du Turner. Turner, auteur de peinture anglais, il y a eu plusieurs phases dans sa peinture. Et moi, je pense à sa deuxième phase où vraiment on a une lumière après qui va se diffuser sur le reste des décors. Et une dernière influence pour moi, c'est comme l'a très bien dit Nico, on a très peu effectivement de champ contre champ, on a très peu d'isolement de personnages dans un cadre, et on a plus, vous savez, ce genre d'illustration qu'on pouvait avoir justement dans les vieux contes.
c'est ça. dans les livres de contes. Voilà, où un dessin doit raconter toute une séquence quasiment, de toute une action, on va dire. Et moi je trouve qu'on a vraiment ça. Et moi, je sais pas si vous aviez lu la première édition du dernier tome de Monster qui était sorti, Monster de Naoki Urasawa. Je sais pas si vous vous souvenez. Il sera au festival, au fait. Quel festival? D'Angoulême. Ah, donc, ah oui. Ouais. Ah, super, s'il revient cette année. Le monstre là. Voilà, en fait, Johan, le diable de l'histoire, on va dire, on lui racontait un petit conte quand il était gamin. Voilà, et c'est la super idée qu'a eu Urasawa et heureusement que Kana a repris pour la France, c'est qu'il donnait, dans la première édition en tout cas, première édition du dernier tome, il donnait ce petit conte en carton qui te donnait avec le dernier tome. Et ça, voilà, ces dessins m'ont fait vraiment penser à, encore une fois, un livre de contes pour enfants. En termes de rapprochement au niveau du cinéma, parce que vous savez aussi qu'on aime bien faire ça chez Arokia, notamment avec Kino, on pense bien sûr à l'univers de la sorcellerie. Je pense que là, la créature du maudit renvoie énormément à tout ce qui est folklore autour de la sorcellerie. Pour ceux qui ont vu dernièrement le film Witch, que je conseille à tout le monde, si vous ne l'avez pas vu, regardez-le, c'est un des grands films de cette année avec The Strangers et Premier Contact. Merci. Witch, vraiment... Voilà, on pense vraiment à Witch qui extrêmement joue la carte de ce qu'on appelle du naturalisme, où on a cette famille de premiers arrivants américains qui sont exclus de la communauté pour une espèce d'hérésie religieuse, on va dire, parce qu'ils ont une approche très, très orthodoxe, très dure de la religion catholique, et donc ils sont mis au banc de la société et ils vont s'installer au milieu de la forêt, que la famille. Et du coup, tu es constamment, tu es vraiment que avec cette famille. Et le problème, c'est qu'il y a pas un conte, mais une histoire qui est racontée, une légende qui dit que dans la forêt, une légende, même pas urbaine, du coup une légende, là ce sera pas urbaine, mais une légende, oui, qui dit que la forêt à côté de laquelle ils sont installés est habitée par des sorcières. Et donc là, tu as vraiment tout le folklore des sorcières qui arrive, mais c'est vraiment amené de façon hyper réaliste. C'est de façon hyper réaliste, et tu as un renvoi à toute l'imagerie qu'on peut connaître de la sorcellerie, comme on le voit, comme je vous dis, avec la créature du maudit, avec ses bois sur la tête, son crâne. Oui, c'est parce que ce qu'on voit, c'est le crâne en fait. Il n'a pas de peau sur son visage. D'ailleurs, il ressemble énormément à Ancient Magus Bride. C'est le même style de créature, hyper ambiguë. Où sur l'apparence, effectivement, elle fait plutôt peur, mais au final, dans son fond. Voilà, en tout cas dans les gestes qu'elle peut avoir envers la petite, on n'y voit que du bien. Donc l'action se déroule dans un bois, comme je l'ai dit, là que je reviens à mes moutons, je reviens à l'enfant et le maudit. Et le danger est à la fois à l'extérieur et aussi à l'intérieur. C'est là que ça devient très intéressant, c'est qu'on se dit, attends, quand on est avec le maudit et l'enfant, on sent que le maudit la protège de quelque chose qui pourrait être à l'extérieur, mais quelque part ils sont eux à l'extérieur vu qu'ils vivent dans la forêt, et après on passe du point de vue des gens qui sont à l'intérieur, qui vivent en société, et eux, pour eux, c'est ceux qui sont à l'extérieur du mur qui sont eux la menace en fait. Et bon, puis après il y a d'autres créatures qui ressemblent aux maudits qui arrivent, bon, je vais pas dire ce qui se passe, et on va découvrir encore un autre monde. Donc en fait il y a trois si vous voulez, trois niveaux de monde dans cet univers, et ça s'enrichit au fur et à mesure. Donc pour terminer sur ce qui est agréable, parce que beaucoup de choses ont déjà été dites, dans ce qui est agréable, c'est le quotidien. Moi je trouve vraiment de ces deux protagonistes de fables qui ne peuvent se toucher, donc ça c'est super intéressant aussi, voir comment ils vont interagir sans pouvoir se toucher. Et ça, de toute façon, si cela ne vous intéresse pas, c'est-à-dire suivre la relation un peu particulière entre ces deux personnages, c'est même pas la peine de vous jeter dans ce manga, parce que ça ne parle quasiment que de ça, et il y a très très peu d'informations qui vont filtrer au fur et à mesure de l'histoire. Et c'est ce qu'on peut reprocher, c'est là où je vais passer aux deux points qui moi me dérangent un peu. Je trouve que ça traîne en longueur, pourtant Dieu sait que j'aime bien les narrations lentes qui prennent leur temps. Au final, je trouve qu'il y a, voilà, comme je l'ai dit, peu d'informations qui sont distillées, et le grand secret du professeur concernant la tante met quand même du temps à être avoué. Il y a trop de séquences où on voit qu'il se pose la question: est-ce que je lui dis à la petite, est-ce que je lui dis pas, est-ce que je lui dis, est-ce que je lui dis pas. Et vu qu'on est nous du point de vue, que d'un seul point de vue en fait, je sais pas si vous avez remarqué, on est que d'un seul point de vue pendant toute la narration, on est que du point de vue du maudit. Jamais de la petite, et jamais des gens qui sont à l'intérieur, on va dire. Donc c'est ça qui rend un peu le tout, je trouve, un peu lourd à se raconter. Et dans le tome 2, on a un semblant de réponse concernant l'origine du professeur et de ce qui est devenu à la tante. Donc c'est bien. Mais en fait, on se rend compte que le tome 2 prend le même type de narration, très lent, et on retombe quelque part dans un certain quotidien.
Et puis pour revenir sur ce qu'a dit Inès, moi je suis un peu plus mitigé sur les cliffhangers de Phantom, que je trouve moi un petit peu trop racoleur, comme dans une série télé des années 90, où c'est un peu lourdeau, quoi. C'est tatin, tu vois, ou un peu comme dans Lost. On découvre à la fin de la saison 1 de la hatch dans le sol. Oh, qu'est-ce qu'il y a en dessous là? Paf, la saison s'arrête là, t'attends un an pour savoir ce qu'il y a en dessous. Alors ça c'est génial quand on avait adoré ça. Mais c'est vrai que c'est un peu daté, je trouve, ce type de cliffhanger, je trouve que c'est un peu daté. Et puis pour terminer, vous avez d'autres choses à dire ou je conclue là sur Inès, c'est bon. Voilà, juste pour terminer sur Komiku de façon générale, je trouve qu'on peut saluer en tout cas leur cohérence de ligne éditoriale chez Komiku. On voulait vous parler de Angel Maker's Bride, ça on le fera, ça c'est sûr. On voulait vous parler de comment il s'appelait ce titre-là? Pas Domu, non, pas Domu, mais tu sais, avec les insectes, avec la sœur et le frère, ils se mangent plus ou moins. Comment s'appelle ce truc-là? Puka. Voilà, Puka. C'est pas Poupa Puka. Poupa, excusez-nous, Poupa. Et puis, il y en a d'autres. Somalie. Voilà, Somalie, vous vous souvenez de Somalie? Voilà, donc. Ouais, voilà. C'est. Donc, si vous voulez, ils ont vraiment une espèce de cohérence éditoriale comme ça chez Komiku. Voilà, vraiment, jetez-vous sur un de ces titres-là. L'Enfant de Maudit est très bon. Peut-être pour commencer, je pense que celui qui est au-dessus de tous, c'est Unchained Magus Bride. On vous parlera dans un autre Harukia. Épisode d'Harukia. Mais voilà, sachez que chez Komiku, si vous écoutez Harukia, je pense que vous pouvez, et que vous appréciez les critiques qu'on peut faire, je pense que vous pouvez vous jeter sur ces œuvres. Et donc on va enchaîner, mais on reste toujours dans la forêt, on reste dans les bois. Là, on va parler de Hanada, le garnement de Makoto Ishiki. Une petite citation, j'en ai pris une pour Hanada. Je m'appelle Ichiro Hanada, j'ai 9 ans. Et 9 points de suture sur le crâne. Et pourquoi est-ce qu'il a 9 points de suture sur le crâne? Alors Ichiro fait tourner son village en bourrique. S'il y a une bêtise à faire, elle est pour lui. Mais ce n'est pas son impertinence qui va le perdre. Non, c'est plutôt son insouciance. En effet, alors que sa mère le pourchasse, il est renversé par un camion. Scène que je trouve assez choquante d'ailleurs. Parce qu'au début, je pensais que c'était Kodomo. J'avais pas lu que c'était Kizuna en fait. Je pensais que c'était pour les enfants. Heureusement, j'allais le faire lire à mes gamins. Bon, ils vont entendre un peu, je pense quand même. Les petits. En effet, donc alors que sa mère le pourchasse, il est renversé par un camion. Et c'est le début d'une nouvelle vie pour lui. De bourreau des vivants, il va devenir victime des morts. Donc c'est un manga, il faut le rappeler, qui est sorti entre 93 et 95 au Japon. Et il s'agit ici d'une deuxième œuvre. Il s'agit surtout de l'auteur, c'est une femme, de la série Piano Forest. Eh oui, c'est elle qui a fait Piano Forest. Et donc qui a été adapté en animé en 2007, qu'on peut retrouver sur ADN pour ceux qui veulent regarder en toute légalité Piano Forest. Autre chose à dire aussi, avant de laisser la parole à Nico, c'est qu'après La Reine d'Égypte, ce titre arrive donc chez Kiun dans sa nouvelle catégorie Kizuna. Alors qu'est-ce que veut dire Kizuna? Je me suis un peu renseigné. Ça veut dire la force d'attraction. Apparemment, c'est un mot très important chez les Japonais dans leur croyance. C'est la force d'attraction qui peut relier les gens entre eux et les choses entre elles. Pour le coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une catégorie de manga chez Kiun qui regroupe en fait les œuvres universelles. En gros, qu'un lecteur de manga peut lire, mais qu'un lecteur de BD peut lire, ou une personne qui n'a jamais lu de bande dessinée peut lire aussi. Donc ça, c'est le deuxième titre après La Reine d'Égypte. Il y en a un troisième qui va arriver sur une aventurière anglaise. Donc, Nico, tu veux peut-être commencer dessus? Vas-y. Avec grand plaisir, parce que Hanada, alors c'était très drôle parce qu'on l'avait rentré, j'en ai rentré plusieurs, et j'avais Hanada et La vie dans les bois. Et donc je me suis dit, allez, je vais d'abord lire La vie dans les bois et je lirai Hanada juste après. Je reviens le lendemain au boulot, et là il y a tous mes collègues qui me tombent dessus, ils font « Ouah, t'as lu Hanada, c'est génial, t'as vu ça, c'est trop cool !» Et en fait, tous mes collègues de la parenthèse l'avaient lu et ils ont tous adoré. Et moi, je dis, mais non, moi, je voulais lire La vie dans les bois, je voulais lire ça avant. Donc, j'étais tout penaud parce que je les entendais parler. C'était trop bien. Je me disais, mais c'est trop bon, il faut que je lise, il faut que je trouve. Et effectivement, c'est vachement bien. Ce que j'aime beaucoup dans cette série, c'est que tu aimes à détester le héros. Tu aimes à vouloir lui mettre des baffes, lui mettre des claques, et tu adores le voir s'en prendre à foison par ses parents, parce que, soi-disant, il pense qu'il ment ou machin, mais c'est drôle à la fois, parce qu'on voit encore par les yeux de l'innocence d'un gamin qui, lui, ne voulait juste pas... il voulait s'amuser, faire des conneries, penser que ça serait comme ça, cette insouciance toute sa vie, jusqu'au jour où il lui arrive un accident, et là, il a ses 9 points de suture, qui sont 9, c'est un chiffre maudit au Japon. Et donc forcément il a un 9 sur la tête.
Donc forcément, pour lui, il pense qu'il est maudit là-dessus par rapport à ça. Et là, arrivent d'un coup les âmes des défunts qui viennent lui demander un service, quitte à le menacer de venir le hanter, le machin, le bidule. Et donc c'est drôle, parce que là, tu as juste envie de dire, allez, bon retour sur investissement, sur tes conneries. Eh ben, tiens, bim, tiens, voilà tes intérêts. Mais en même temps, il continue à faire ses conneries, c'est ça le pire. Mais comme il n'a pas ce réflexe de garnement, parce que pour lui, il fait des bêtises, mais pour lui, c'est devenu naturel sur certaines choses qu'il ne pense pas graves, et c'est par rapport à ça qu'il va justement résoudre certains problèmes ou certaines demandes de certains défunts. Et à chaque fois, c'est dans des pires situations, parce qu'il a toujours un problème de transit, et il est toujours en train de vouloir faire caca, et les fantômes choisissent toujours ce moment pour venir le voir. Et oui, il faut rappeler que la première apparition de fantôme, c'est aux toilettes. Voilà, alors c'est très drôle, c'est complètement déjanté, et en plus, c'est beau graphiquement. Et on y découvre aussi cette vie de ces gens qui n'ont pas grand-chose, qui sont pauvres, ils travaillent une vie dans une petite maison, soit avec au moins 3 générations en dessous pour être sûr de vivre ensemble. Et tu vois qu'ils n'ont pas grand-chose, mais ils le partagent tous là-dessus. Et c'est vraiment cette vie de campagne et de gens simples. Et c'est vraiment frais. C'est un peu le Sacré Mamie version un peu ésotérique et fantastique, mais c'est dans cette même lignée-là. Et moi, j'ai pris un plaisir incroyable à lire Anada. Il y a des moments où j'avais juste envie de me rentrer ma main et ma tête dedans, lui mettre une tarte et lui dire c'est bon, maintenant t'as compris, et repartir. Mais au final, voilà, j'avais juste envie de voir ce qui allait se passer. Donc c'est ça, tu prends un plaisir à le détester, et c'est ça qui est fun. Non, vraiment, je conseille, effectivement, si vous voulez lire un bon petit manga bien prenant et qui se lit pour tout le monde, un peu comme on pourrait le faire avec une Sacrée Mamie, les lecteurs de BD, de manga peuvent le prendre, les adultes, les enfants peuvent le prendre, ben c'est ça. Et Kizuna a cette vocation. Kizuna a la vocation de faire découvrir des mangas dits grand public, donc pour tout le monde, tout du moins, et surtout du côté socialement ouvert à n'importe qui, culturellement. Tu veux en apprendre, tu veux découvrir, tu veux avoir en fait la vie de quelqu'un, eh ben ça sera du Kizuna. Donc c'est vraiment bien fait. Donc ouais, très très bonne série, et moi j'ai adoré. Oui, non, mais c'est ça. Moi, la première fois que j'ai découvert, c'était une des annonces que j'ai dû lire sur le net, et c'est vrai que de voir la tête de cette grosse tête chauve de gamin avec son chapeau de paille duquel le crâne dépasse, moi tout de suite ça m'a ça comment dirais-je, c'était une espèce de Madeleine de Proust. Tout de suite j'ai pensé, alors je sais pas pourquoi, j'ai pensé à PC Genjin. Je sais pas si vous vous souvenez, c'était un jeu qui est sorti sur la NEC. Ça date de 89 le premier, je crois 1989 le premier PC Genjin. Et c'était un petit peu, vous savez, c'était la période où chaque console, chaque constructeur, donc Sega, Nintendo, voilà, avec Mario, pas la peine de dire qu'ils ont réussi. Sega avait Sonic. Et donc, PPC, donc NEC, avec la PC Engine, ont voulu créer une mascotte qu'ils ont appelée PC Genjin. Et en fait, ce Gugus, ou PC Kid en français, voilà, tu vois plus, voilà. C'est ça, Ouais, merci, voilà. PC Kid. PC Kid, ouais, Voilà, au Japon c'est PC Genjin, mais c'est PC Kid en Occident. Où en fait, tu as ce petit Gus avec ce tout petit corps et cette grosse tête, et en fait, il avance et il pète des coups de boule à tout le monde. C'est crâne chaud et pète des coups de boule. Donc tout de suite j'ai pensé. Maintenant que tu le dis, ouais, je le vois bien maintenant. Tu vois, j'ai pensé. Puis quand on voit que le manga en fait est sorti en 93 au Japon, voilà, je pense qu'il y a des ponts entre ce jeu et le manga. Donc moi, oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Voilà, j'étais attiré par ça, ce petit côté Tom Sawyer aussi, la vie dans la forêt, le mec qui fait que des bêtises. Donc tout de suite, moi, ça m'a interpellé. Oui, puis j'ai commencé à lire et je me suis rendu compte que ça allait au-delà de ça. Au-delà des Black Scato, au-delà voilà, du petit garnement en fait. Je trouve qu'on a un humour hyper divers. Donc on a bien évidemment un humour de situation. Alors moi j'ai un truc que j'ai adoré. Je sais pas si tu te souviens, à un moment donné le gamin, parmi toutes les bêtises qu'il fait, il prend une batte de baseball pour plus ou moins se débarrasser de la mouche. Et qu'est-ce qu'il fait? Il pète la télé. Et là la première chose qu'il demande, noir et blanc. Ah bah maintenant que la télé est pétée, on pourra acheter une couleur. Ah voilà, c'est ça. Parce que le gamin il rêve de quoi? Il rêve que d'avoir une télé couleur. Et à la place de s'excuser, ce que normalement on fait quand on pète la seule télé qui est dans le foyer, surtout qu'on est dans les années 80-90, quand on pète une télé, ça coûte très cher et puis on n'est pas prêt d'en racheter une deuxième. Lui, non, il s'excuse pas, il dit c'est super, on va pouvoir acheter effectivement une nouvelle télé puis une couleur cette fois-ci. Voilà. En plus, dès le début, la mère lui explique, tu vois, c'est sacrifié, c'est l'héritage, c'est machin, c'est des mois d'économie pour acheter à celle-là parce qu'on n'a pas beaucoup d'argent. Ah ouais, mais c'est pas grave, maintenant il y a des trucs. T'as envie de juste dire, mais
mais tu vas la bouffer cette télé, tu vas pas Et t'imaginer. donc là, tu rigoles une première fois, t'es énervé puis tu rigoles. Et puis ce qui se passe, c'est là que l'auteur, tu vois, ne se contente pas de faire. Parce que voilà, faut le dire, excusez-moi, faut le dire aussi. En fait, le récit est construit de cette façon. C'est une suite de petites histoires qui se déclinent en 2 chapitres à chaque fois. Voilà, c'est 2 chapitres, une histoire en gros. Mais on revient à la même chose. Il y a un fil rouge en fait. Il y a un fil rouge qui traverse toute l'œuvre. Et ce qui est super intéressant, et là on le voit aussi à travers des petits clins d'œil comme celui de la télévision, c'est qu'il pète la télévision au début du premier ou deuxième chapitre, et que la télévision, on la revoit dans le chapitre 3 ou 4. À quoi elle va servir? Exactement, elle va servir de niche pour le chien. J'adore C'était cette scène. fantastique. Parce que tu vois la tête du petit chiot, t'es mort de rire. Et surtout, j'adore le père. Parce qu'il faut savoir qu'il pisse même de la véranda parce qu'il a pas envie de sortir, il non, a c'est peur un des sauvage. fantômes. C'est un Ouais, sauvage. c'est un sauvage. Et N'importe où le gamin. quand le père lui dit moi, je vais faire fabriquer des toilettes en 2 temps et fabriquer une niche en 2 gestes. Elle fait quoi? Et la télé, dingue, il prend un petit carton, voilà, c'est pour les toilettes. T'es mort de Ça. Après, il lui fait des toilettes pour le chien. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Le gamin, il veut pas sortir parce que les toilettes sont dehors. Il veut pas sortir des toilettes dehors. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait son caca dans les toilettes du chien. Enfin bon, c'est non-stop. C'est bon. Il y a quand même pas mal de blagues scato, mais ça reste très drôle. Ça reste. On est dans une bonne dans la bonne utilisation du côté scato parce que c'est Oui, pas le oui, je seul truc pense. pipi caca qu'on a l'habitude de voir dans certains trucs. On se dit ouais c'est pipi caca. Non, là on a une utilisation. Alors elle est humoristique et même l'auteur s'en sert avec le grand-père, avec le colombin qu'il a fait dans le truc. Même le grand-père il s'en mêle et les phrases qui sortent, c'est des trucs. C'est pas des simples trucs de gamins. On a vraiment toute une histoire de famille, des gens, des adultes qui en parlent et il se sert de ça et c'est tellement C'est ça. drôle. Et puis, connaissant Ahmed, moi je connais pas Ahmed personnellement, mais connaissant un petit peu son histoire et son expérience au Japon, on sent vraiment qu'à mon avis, il a pris cette œuvre-là parce que ça lui a dû lui rappeler ses années quand il est parti en tant qu'étudiant au Japon, donner des cours de français dans une petite campagne où il s'est retrouvé, il tombait de voir un noir, limite il le frottait pour voir s'il était pas. C'est vrai, hein, c'est réaliste. Hein. Et limite il le frottait pour voir si il s'était pas coloré la peau, quoi. Mais c'est un peu ça, c'est que tu arrives dans ce village complètement paumé, et puis ouais, c'est des gens qui sont très très proches de la nature, et tu te retrouves vraiment avec des villageois avec un humour potage, pipi caca, et puis quelque part, oui voilà, c'est très quelque part oui sociologique. Tu es content de voir la façon dont vivent ces gens. Tu te dis bon, je vivrai peut-être pas comme ça, mais voilà, tu comprends, et puis t'en rigoles par moments sans avoir l'air condescendant. Donc pour terminer sur l'humour, tu as de l'humour de répétition, tu as du jeu de mots bien évidemment, qui ont été plutôt bien traduits par Kiyun. Un mélange des genres, hein, il faut le parler, parce que ça, c'est quelque chose qu'on a souvent du mal à faire en France, en Occident de façon générale. Et là, je trouve que tu as un mélange des genres hyper réussi. Donc, bien évidemment, c'est de la comédie. Mais comme je vous l'ai dit, c'est aussi pas une satire sociale, mais ça parle de la société japonaise à l'époque dans les villages. Et puis, il y a le facteur qu'il ne faut pas oublier, qui arrive à la fin du premier tome, le côté fantastique. Et qui, pour le coup, moi, c'est ce qui m'a happé tout de suite. C'est pour ça que j'ai voulu continuer. C'est que on se trouve avec ce gamin, et puis tous ces fantômes qui viennent le harceler pour qu'il solutionne les problèmes, pour qu'il puisse passer dans l'autre monde complètement. Voilà, on se rappelle de la première histoire. Mais c'est toujours traité avec, à la fois, il y a une idée d'urgence, parce que le mort a 50 jours, si je me souviens, pour pouvoir passer dans l'autre monde, sans quoi il va vivre une sorte de malédiction après sa mort. Et donc, Anada doit, dans la première histoire, réussir à récupérer. Donc, c'est une jeune femme, Yuki, qui vient le voir et qui doit en quelque sorte il doit lui rapporter une espèce de broche qu'elle avait donnée à son bien-aimé avant de mourir, pour que la malédiction soit levée. Donc on a cet aspect-là, et pour moi ça marche vachement bien. Après, une histoire avec un chien mort, on a une histoire avec plein de choses, et donc voilà, en plus ce qui est bien, c'est que c'est super maîtrisé. On se rend compte que c'est super maîtrisé, ces histoires courtes, donc en 2 chapitres qui s'enchaînent rapidement, mais où on retrouve qu'il y a quand même un fil conducteur pendant tous ces récits-là. Et moi, je suis d'autant plus content que je sais que ça se termine en 5 tomes. Donc je me dis, à mon avis, le truc il est maîtrisé de bout en bout. On va pas se retrouver à la fin avec des cliffhangers ou ou du moins des questions auxquelles on n'a pas eu de réponse. Et ce qui est bien, c'est qu'on voit que le gamin qui est qui est insupportable au début, on sent qu'au fur et à mesure justement de ces histoires de mort et de fantômes qui le hantent, on sent qu'il est en train d'acquérir une maturité, mais il s'en rend pas compte, mais il est en train d'acquérir une certaine forme de maturité. Et puis pour finir, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ça j'ai déjà dit, l'apparition du fantôme dans les toilettes, on a parlé, et puis voilà, j'ai souligné. Non, je crois que j'ai un peu tout dit. On peut dire que on a la magnifique sensation pour moi en tout cas de lire la construction d'un archétype du genre, comme je vous dis, à la Tom Sawyer, à la PC Genjin, où vous savez le chauve avec sa morphe qui coule toujours du nez, qui est toujours en train de s'essuyer, ou même pas d'ailleurs, et puis qui fait que des bêtises. Et c'est vrai que là, pour moi, ça me replonge dans mon enfance, et c'est ce qui m'a fait dans un premier temps
acheté cette œuvre. Quelque chose d'autre à dire, Nico ? Ouais, moi c'est un peu encore pareil que dans l'Enfant le maudit, il y a une double lecture. Il y a la lecture des adultes parce que les adultes ne croient pas aux fantômes ou certains en ont peur parce que c'est les mythes et compagnie. Mais quand on a un gamin qui sort de nulle part qui va te dire en fait il faut que tu fasses ça et il a la naïveté d'un enfant parce que c'est un enfant. Donc quand on parle, il va répondre comme un enfant. C'est un gamin et c'est le point de vue d'un gamin. Donc là l'histoire de la broche quand il arrive, il fait non c'est ça, elle te demande ça et il raconte les choses comme le plus naturellement possible pour lui parce que lui si elle m'a dit ça donc c'est comme ça donc c'est ça et t'as le mec qui est à côté il se dit mais comment tu sais ça, mais d'où tu sors, mais c'est qui, mais dès quoi, et il veut des réponses parce que c'est un adulte, il a besoin de réponses, mais les gamins eux pas vraiment besoin de réponses, qu'ils ont leur truc, ils voient le fantôme, personne ne le voit, mais ils s'en fout, il est là, on lui a dit donc c'est comme ça et point barre, il a pas besoin d'explication parce que il l'a intégré et c'est ça, c'est le côté naturel intégré par le gamin face à la crédulité et au questionnement des adultes qui ont besoin de réponses pour faire ce qu'on leur demande. Et c'est ça qui est vachement bien. L'incrédulité. Mais merci. Ok. Donc voilà, donc on va s'arrêter là pour Anada. Donc rappelons que c'est une série en cours chez Kiun. Le premier tome vient juste de sortir. C'est un beau petit tome, une des petites pépites pour la rentrée. Le tome 2 arrive le 26 octobre. Et rappelons, pour ceux qui ne veulent pas lire le manga, mais ça serait dommage quand même, qu'il existe une série animée adaptée qui est sortie en 2002 au Japon. Je ne sais pas où est-ce qu'on peut la trouver en France, mais voilà, en tout cas elle est sortie au Japon. On passe à Je suis Shingo de Kazuo Umezu. Donc là on remonte encore plus loin. On était en 93-95, là on part en 1982. Donc, voilà, j'avais 2 ans. Ouais, moi j'en avais 4. Donc le manga est sorti. Inès, elle était à moins quelque chose. Donc c'est paru en 1982 au Japon. Donc pour l'auteur, je rappelle rapidement, c'est l'auteur de Baptism et de L'école emportée. Donc plein de gaieté et d'amour et d'eau fraîche. Donc on suit dans ce manga, on suit Satoru Kondo, fils d'un ingénieur. Peut-être ingénieur, en tout cas il se fait passer pour un ingénieur, quand on découvre que c'est plutôt un opérateur tout simplement d'une usine qui intègre en son sein un robot du nom de Monroe. Marilyn Monroe. Satoru fantasme ce dernier en Gundam, c'est la période au Japon où il y a énormément d'animés avec plein de mechas. Et donc lui il s'est dit, oh là il y a un robot qui arrive dans l'usine de mon papa, ça va être style Gundam et tout ça. Mais le jour où il visite enfin l'usine de son père, lors d'une sortie scolaire, parce que jusqu'alors il n'avait pas le droit de venir sur le lieu de travail de son père, c'est le drame. C'est le drame parce qu'il va se rendre compte d'à quoi ressemble véritablement ce robot. C'est juste une tête arrondie avec des bras articulés rapidement. Mais par contre, il va faire la rencontre de la petite Marine. La petite Marine, c'est l'élève d'une école voisine. Et quand il va la croiser en sortant de cette visite de l'usine, ça va être le coup de foudre, je sais pas, mais en tout cas, elle va se sentir vraiment attirée par elle et ça va être, les sentiments seront partagés. Et ça va plus ou moins penser s'appeler et tous deux vont se lier d'amitié avec le fameux robot Monroe, où ils vont réussir à s'infiltrer régulièrement dans l'usine du papa pour faire différents tests, sur ce robot. Inès veut dire quelque chose. Inès, vas-y, tiens. Tu me spoil. Oui, je te spoil. Excuse-moi, Inès, écoute. Oui, voilà. Donc voilà pour l'histoire, le pitch résumé. Qu'est-ce que je peux vous dire ? Je commence ? Oui, je commence. Donc tout d'abord, c'est moi qui ai choisi cette œuvre. Ça fait longtemps que c'était juste avant l'été que cette œuvre est sortie. Donc chez Au Lézard Noir. Et donc je l'avais repéré, une libraire de la parenthèse m'avait dit faut le lire, c'est vraiment génial. Et c'est vrai que moi le dessin, la couve dès le départ m'a tout de suite attiré l'œil. Et j'attendais le bon moment, puis je me suis dit bon allez on va le programmer pour la rentrée. Et je suis pas déçu, je suis vraiment pas déçu. Je l'ai lu j'ai dévoré, c'est un pavé quand même. Je l'ai lu en même pas 1 heure je crois. C'est pas très bavard donc c'est aussi pour ça que ça se lit vite. Et moi justement c'est pas. Maintenant, je pense que les gens commencent à nous connaître un petit peu. Pour moi, c'est le parfait équilibre entre la narration via le dialogue et surtout via le dessin. Je trouve qu'il y a une maîtrise de la narration via juste l'image. Là, j'en vois des exemples quand Inès est en train de feuilleter devant moi. Qui, moi, me laisse pantois, quoi. Je me suis laissé vraiment porter. Je me suis dit, ce mec, il a pas besoin d'en mettre 3 tonnes dans ses dialogues ou dans sa voix off. On comprend tout, quoi. On comprend tout dans son dessin. Il a un dessin très, très clair. Peut-être daté pour certains.
Hein, je le dis tout de suite, je voulais le garder pour la fin, mais je pense que la seule chose qui pourrait peut-être freiner les lecteurs les plus jeunes, c'est le dessin. On n'est pas sur du Tezuka non plus, hein, mais c'est clairement du dessin qui fait dater. Réussi, mais qui fait dater et qui par moments, surtout au niveau des têtes de personnages, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais ça, pour moi ça se rapproche quand même énormément du comics de l'époque, des années 80. Voilà, ça fait très très comics sur le chara design. Et moi ça ne me dérange pas plus que ça. Ensuite, je dirais qu'il y a une grande maîtrise du découpage. Certaines cases peuvent faire penser à un découpage classique, mais voilà, il va faire du biseauté par moment, mais c'est jamais vain. Quand il fait du biseauté, ça veut dire quelque chose. Quand il fait du 4 cases, 4 cases, 4 cases, ça veut dire quelque chose. Quand il fait du 3 cases sur l'évolution d'un personnage, ça veut dire quelque chose. Voilà, c'est jamais vain. Donc, pour moi, j'adhère complètement. Et puis alors, au début, c'est comme dans le tome le tome de Marot qu'on avait présenté il y a 2 mois. C'était quoi déjà? Comment il s'appelait, celui de Marot qu'on a fait? Inès? Allô Inès, c'est quoi le Marot qu'on a présenté la dernière fois? C'était La fille aux camélias. Oui, La jeune fille aux camélias. Où vraiment, s'il y a bien une chose qui m'a plu dans cette œuvre, c'était le dessin et l'utilisation des couleurs. Voilà, là c'est un peu pareil, on a des magnifiques couleurs au début, couleurs primaires beaucoup, mais superbement utilisées. J'ai l'impression que ça bave. Peut-être légèrement, pas mais si pas plus que ça. Ouais, je pense que c'est le l'époque, style, hein. Oui, tout à fait. Et moi je trouve, j'étais happé par les premières pages. Les premières pages, c'est dur, il y a quand même un bon morceau quand même en couleur. Hein. Donc ça fait, oui c'est de l'autre côté, ça fait quand même bien plaisir au niveau de l'édition. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, je parlerai de la structure du récit qui a, comme toujours, une espèce de double portée, celle du robot et celle de Satoru. C'est-à-dire que vous avez un chapitrage c'est un premier chapitre qui s'appelle Programme 1. Hein, donc là, si vous voulez, on est plus ou moins on a l'impression d'être du point de vue du robot, parce que le robot est le narrateur et il parle toujours en disant il paraît que, on m'a dit que, il se dit que, il parle toujours de cette façon-là, et en fait il est en train de nous raconter plus ou moins les événements qui nous sont dévoilés. Donc on est du point de vue du robot. Et on a l'impression que, voilà, étant donné que le premier chapitre, la première partie du bouquin s'appelle Programme 1, on a l'impression qu'on nous parle du robot. Mais on se rend compte que oui, certes, on nous parle du robot, Monroe qui arrive dans l'usine, mais on nous parle aussi quelque part de l'enfance. Le titre, c'est Programme 1, la naissance. Et on se voit qu'en fait, le robot arrive dans l'usine avec un certain programme en lui, et qui va être reprogrammé, excuse-moi pour le spoil, qui va être reprogrammé par Satoru, par le petit gamin. Qui est plus ou moins un génie de l'informatique, et qui va réussir à le reprogrammer et à lui faire rentrer des nouvelles notions comme la détection, comme il va comprendre, il va pouvoir interagir plus ou moins avec les êtres qui se présentent devant lui. Si par exemple moi je me mets devant lui, il va mettre Ocho-san, il va dire je suis en train de parler à Ocho-san, il va comprendre qu'il est en train de parler à Ocho-san. Et ça c'est à la fin de la première partie du bouquin qu'il apprend à faire ça. Et dans le programme 2, on arrive à ce qu'ils appellent l'apprentissage. Donc là où ils vont développer l'apprentissage du robot, mais aussi l'apprentissage de l'amour, vraiment de la relation amoureuse pour ce petit garçon. Donc l'histoire d'amour, comme ils disent, entre un singe et une girafe. Donc lui, le gamin se voit comme un singe, et la jeune fille, Marine, comme une girafe. Donc vous voyez, il y a toujours une structure comme ça à double portée qui est extrêmement bien amenée. C'est pas lourdeau du tout, et c'est même plutôt poétique malgré ce monde c'est un monde citadin, avec de la robotique tout autour. Moi je trouve, je vous l'ai dit, un magnifique travail au niveau des couleurs, ça c'est déjà dit. Le découpage, je vous en ai déjà parlé aussi, qui peut paraître un peu daté, mais c'est rattrapé par le chara design, par l'utilisation des couleurs aussi. Avant-dernière chose, c'est pour moi un gros travail sur la subjectivité. C'est-à-dire on va beaucoup du point de vue bien sûr du robot. On va le voir là par exemple, c'est la page 261 pour ceux qui l'ont déjà acheté, où on voit là, on se met du point de vue, non c'était pas là, on se voit aussi du point de vue du robot. Donc ça va être, on peut parler de pixel art, même si c'est bien en avance sur le temps, où on va être du point de vue du robot. Donc du coup il va voir les visages, mais les visages vont être dessinés littéralement, voilà, avec une magnifique double page, avec les deux têtes des gamins qui se baissent, puis hop, on passe du point de vue du robot, et là on voit les deux têtes de gamins en pixel art, qui sont un gros travail sur la subjectivité. Et c'est pas juste pour faire du beau dessin, mais c'est vraiment pour rentrer quelque part dans l'émotion.
dans l'émotion du robot, parce que c'est aussi une des thématiques. Est-ce qu'une IA peut ressentir quelque chose? Donc ça, c'est un sujet qui est cher aux Japonais depuis des années. Et ça, c'est traité dans ce manga. On voit aussi la subjectivité de la petite Shizuka, c'est la voisine qui espionne tout le temps Satoru. Elle est toujours par la fenêtre, donc à un moment donné, elle regarde par la fenêtre et puis elle voit notre héros qui est plus ou moins en train d'embrasser pour la première fois Marine. Donc là, hop, on change de point de vue. Voilà. Et puis après, il y a une jalousie bien évidemment qui va naître. La petite Shizuka va être jalouse de la petite copine de Satoru. Voilà, donc toutes ces petites choses qui naissent. Et je vais terminer là-dessus. Là, c'est pas un gros travail, c'est un gros coup de cœur de ma part. C'est pour moi, je trouve vraiment que c'est un peu un Spielberg japonais. Je trouve, on retrouve tous les ingrédients d'un Spielberg. On est du point de vue des enfants. J'ai dit qu'il y a une variété de points de vue, mais il faut savoir qu'on est soit du point de vue des enfants, soit du point de vue du robot, à aucun moment du point de vue des adultes. Les adultes, on n'en a rien à faire. Et les adultes sont montrés de façon incompétente. Le père, il fait que boire. Il s'invente une vie qu'il n'a pas. La mère, elle est aux petits soins, mais elle est quand même cantonnée à un seul type de tâche. Donc, soit ils sont incompétents, soit ils sont irresponsables, et ils sont remplacés par un tiers. Ces parents-là, ils sont remplacés par un robot, comme Spielberg avait remplacé le père, parce que c'était une famille monoparentale, notamment dans E.T. Le père est remplacé par E.T. l'extraterrestre. Et ça, c'est quelque chose de récurrent dans la filmographie de Spielberg. Toujours les parents incompétents et les gamins qui vont plus ou moins solutionner les problèmes qui sont à la base des problèmes d'adultes. Donc, ouais, moi, je trouve qu'il y a vraiment ce côté Spielbergien, on peut parler d'un petit peu de Spielberg japonais. Et pour terminer, pour passer le petit passage obligatoire, si je devais faire un rapprochement avec encore une fois le cinéma, je penserais tout de suite au Géant de fer. Je ne sais pas si vous l'avez vu, le Géant de fer de Brad Bird, où voilà, on a un peu la même chose, sauf que le robot vient de l'espace cette fois-là. Mais voilà, on a le même trio de persos, le petit gamin avec les parents un peu irresponsables, qui se lie d'amitié puis d'amour avec une petite fille, et puis bien évidemment le discours sur l'intelligence artificielle avec ce robot qui vient de l'espace, ce qui peut sentir quelque chose, et comment voilà, les gamins vont se lier d'amour avec ces enfants. Donc j'ai beaucoup parlé. Qui veut réagir là-dessus? Nico? Oh, Nico parle. Moi, si je parle pas, il y a un problème. Non. Alors, au début, non, j'ai pas aimé. Au début, j'ai pris le bouquin. Donc, la première, en gros, grosso modo, il y a en 3 parties le premier volume. Et d'abord, je lis, je me dis c'est vachement bien, je rentre bien dedans, c'est super cool. Je lis la deuxième partie, je dis oui, pas mal, mais allez, j'attends ce qui va se faire dans la troisième partie. Et j'ai la troisième partie, et je me dis what? Non mais what? Tu nous fais quoi là? C'est quoi cette histoire? Et j'arrive à la fin, et je ferme le bouquin, et je me dis non, il manque trop de choses. Il manque un truc. Il manque cette vie. Il nous amène des choses. On a l'impression que c'est voilà, un peu. C'est comme le film d'Akira. On te met des trucs, mais t'as rien, t'es vide. Et tu te dis, il faut que tu lises le manga pour comprendre. Là, tu dis, mais c'est bien, mais il y a rien. Et là, il y a Chosen qui me dit, en fait, oui, mais bon, c'est en 6 volumes. Tu verras la suite. Je fais 6 volumes. Attends, c'est pas un one shot? Et en fait, je l'ai lu comme un one shot. Il dit non, tu l'as lu comme un one shot. C'est pour ça. Et là, t'as tout qui commence à faire la lumière. Tu commences à voir le un peu plus loin. Tu vois tout. Et là, tu te dis oh ouais, ok, d'accord, ok. J'ai rien dit. C'est du très bon. Yes, ok. Il n'y a pas de souci. Moi, je suis vraiment parti, j'ai pas vu le tome 1, j'ai pas vu le petit 1 dessus. Et je suis vraiment parti comme si c'était qu'un seul tome. Et c'est pour ça qu'en fait, je suis pas du tout rentré dedans, où je trouvais qu'il me manquait ce truc. Il sautait trop de choses. Et je me suis dit non. Et au final, tu te rends compte que tout ce qui t'amène, ça t'amène à d'autres choses que tu vas voir plus tard. Et quand tu arrives à la toute fin, tu dis oh oui, ouais, là, il va y avoir vraiment de belles choses, ça va vraiment t'amener à quelque chose. Tu t'attends, tu sais pas trop à quoi, parce qu'effectivement, moi, j'ai adoré l'école emportée. J'ai vraiment adoré. Mais c'est vrai que c'est un peu spé au début, mais c'est vraiment très très bon. Quand plus tu avances et plus tu te sens qu'il part complètement dans du truc de plus en plus exagéré. Il est encore dispo donc c'est chez Glénat, il me semble. Non, il est mort, c'est mort. C'est complètement fini. Et Baptisme, encore plus. Ça fait l'école emportée a bien marché, mais sur la fin, ça fait. En fait, ça a vraiment
bien marché d'un coup complètement effondré. Et quand le moment où on était bien vers le haut, où ça descendait légèrement, on s'est dit on va sortir Batine, ça va refaire la même chose. Sauf que non, ça a fait un P dans l'eau. Voilà, donc c'est marrant, ça fait des bulles, mais l'odeur est pas sympa. Donc voilà, donc c'est pour ça que sur le coup, série morte. Et j'adore mes petites métaphores pour essayer de donner l'idée à. Un nada sort de ce corps. Et c'est pour ça que sur le coup, vraiment bien. Très très belle surprise. Graphiquement, effectivement, c'est un peu à l'ancienne. On a l'impression d'être au tout début. C'est pour si vous voulez vous faire une comparaison, si vous n'avez pas lu les commentaires portés, regardez par exemple Junji Ito, les premiers Junji Ito, le côté de ce qu'il avait fait dans Tomoe et compagnie. On se retrouve un petit peu dans ce côté un peu dessin et mélangé à du Tezuka dans son approche, dans sa mise en page. En fait, grosso modo, il n'est pas à caractère à être super beau graphiquement parce qu'il a caractère à ce que l'émotion transpire par les faits et gestes des personnages en exagération par moment, mais c'est pas grave, c'est fait pour amener à l'émotion et comprendre le surplus. C'était la forme de ce qui se faisait à l'époque au niveau de l'apprentissage de Tezuka et des grandes œuvres. Donc c'est pour ça que c'est des noirs très forts, très profonds. On a très peu de gris, on a vraiment un noir très marqué. C'est vraiment fait pour amener ces contrastes entre la lumière des visages des personnages et de la situation ou de ceux qu'on doit mettre en avant et le noir qui amène une situation où des fois tu te demandes c'est le jour ou la nuit, t'as rien parce que même le ciel il est noir. Parce que voilà, on te met le truc et en fait on a vu sur les bâtiments du haut et très peu du vers le ciel. Donc t'as toujours l'impression qu'on est dans une perpétuelle nuit. Et c'est toute ça t'amène à tout ça, à voir en fait plutôt le regard de ces personnages qui sont à voir un peu plus loin. Pas non plus dans la personnalité des personnages, mais plus dans leur ressenti face à l'émotion du gamin, plus qu'à une réflexion du gamin. Et c'est ça qui est fort. C'est pour ça que oui, j'aime beaucoup. D'accord. Écoute, moi j'aime beaucoup aussi, je ne l'ai pas proposé pour rien. Donc j'attends avec impatience le tome 2 qui n'est toujours pas annoncé au Lézard Noir. Donc j'espère quand même les connaissants ils vont le sortir, mais bon, j'attends avec impatience la sortie du tome 2. Donc c'est une série en 6 tomes. Je le rappelle qui est sorti au Japon en 82 et qui nous arrive enfin au Lézard Noir chez nous les petits Français. Et d'ailleurs, merci Joseph, parce que sans toi, je ne l'aurais jamais lu. Je ne savais même pas qu'il était sorti, je ne savais même pas ce que c'était. Et quand tu me dis qu'il était sorti, je suis à lire. Parce qu'effectivement, mon plus grand malheur d'être à Manga, c'est que je travaille pour la parenthèse depuis plus de 12 ans. Et 13 ans là, on est en train de terminer la 13e année. Mais le problème, c'est que j'ai jamais vraiment le temps de regarder tout ce qu'ils ont chez eux. Et Oria, elle a des perles dans ses trucs, elle a des trucs extraordinaires. Et des fois, je me dis, il faudrait que je les lise. Et là, c'est vrai que si tu me l'avais pas montré, je serais passé à côté. Et ouais, je suis content d'avoir lu. Moi aussi, je te remercie Nico, parce que maintenant, on va parler de Ma vie dans les bois, de Shin Morimura. Que pareil, vu ces derniers temps que je vous l'ai dit chez Akata, je lis, j'y vais avec des pincettes maintenant. C'est vrai que peut-être celui-là, je l'aurais pas lu. Donc une petite citation, c'est pour commencer Ma vie dans les bois. Donc, pour gagner en liberté, les hommes ont tout intérêt à revenir à plus de simplicité. Alors après 30 ans de bons et loyaux services, le mangaka Shin Morimura, oui c'est un récit autobiographique, décide de suivre un rêve fou. Quitter la civilisation et partir vivre dans la montagne. Sa femme accepte sa décision, ou plutôt prend en considération sa lubie et le regarde de loin mener à bien son projet. Elle vient une fois par semaine en gros pour lui rendre visite, voir s'il avance, voir surtout s'il n'a pas abandonné, puis qu'il a entendu raison pour elle, en tout cas, puis qu'il revient s'installer avec elle en ville. Et donc Shin va relever le défi et commence son éco-construction. Nico, toi qui as proposé ce manga que je n'aurais pas lu autrement, dis-moi. Ouais. Et qu'est-ce que j'étais fatigué à la fin de la lecture. J'étais crevé, mais éreinté. J'avais l'impression d'avoir fait tous les travaux dans ma maison qui attendent depuis des années, que j'ai toujours pas fait, et que j'avais tout fait en une journée. Mais j'étais complètement mort. En fait, pas mort parce que c'est lourd, mort parce qu'il en a fait incroyablement. L'auteur, en fait, a construit sa maison de ses propres mimines, de A à Z, surtout avec sa tronçonneuse, sa super tronçonneuse. Il a tout construit de A à Z dans sa maison. Et en fait, c'est hyper intelligent et amené de manière ludique. Tu découvres vraiment tout ce que tu peux faire avec passion, volonté et surtout quand tu as décidé d'entreprendre un truc. Et lui, il l'a décidé depuis le début. Certes, il vient de la Cambrousse, il vient de ce domaine-là, il connaît les arbres, il connaît un peu tous ces trucs-là. Mais voilà, on t'apprend tellement de choses.
Et surtout, tu vois autrement. Et il a tout à fait raison. Quand on prend de l'âge, on stocke de moins en moins. On se débarrasse de plus en plus de choses qu'on a chez soi. On se dit qu'on est est-ce qu'on a déjà, voilà, est-ce qui est vraiment utile, on le garde. Si c'est pas utile, on s'en débarrasse, on revend, on donne, on jette, peu importe. Et moi, je commence à me dire que même moi, je commence à rentrer dedans. Des fois, pour vous donner un ordre d'idée, j'ai fait un tri dans mes mangas que je ne garderai pas, que je vais revendre à ma boutique, que je vais échanger, peu importe. Tu peux donner à des amis aussi, si tu veux te débarrasser. J'entends une voix comme ça, je sais pas ce que c'est, mais je pense que je vais la cramer cette voix. Mais non, c'est pour vous dire, oui, effectivement, c'est pour ça que au bout d'un moment, pour être heureux, t'as pas besoin de temps, t'as le minimum, t'es déjà bien content d'avoir ce que t'as, et c'est comme tu es, et en fait, tu te rends compte que on est pris dans une société de consommation, de consumérisme, que voilà, tu sais pas trop c'est quoi ta vie, mis à part consommer. Est-ce que tu es vraiment heureux? Et là-dedans, on t'apprend que non. Et que tu es heureux quand tu as un partage, une vie, tu apprécies un moment, tu apprécies quelque chose, c'est ça ce que tu veux. Podcast. Un podcast, ouais, voilà. Rien qu'un podcast avec des amis, pour moi, me rend plus heureux que devoir me taper je sais pas, des heures supplémentaires pour gagner plus d'argent. Non, je suis plus content de me taper ça et qu'on n'y gagne pas un rond, mais qu'on s'amuse et qu'on fait partager. C'est ça. C'est un peu le message. C'est tout ce que tu fais, tous les trucs que tu as, est-ce que tu en as vraiment besoin? Est-ce que tu vas vraiment l'apporter avec toi, que construire un truc de tes mains qui est là, que tu as là, qui te fait plaisir, que tu utilises tous les jours, et voilà, et c'est le partage. Et c'est génial, comme l'histoire, il y a son voisin qui dit viens chercher du gibier, j'en ai chez moi. Ok, son voisin c'est quoi? C'est le mec qui habite dans la montagne d'à côté. Donc le gars il va se taper toute sa montagne, remonter l'autre montagne, aller chez l'autre, aller découper avec son couteau qu'il a ramené, revenir, ramener les trucs. Et c'est hyper intéressant et intelligent. Et ça te donne une réflexion sur beaucoup de choses. C'est un peu comme ceux qui ont lu, par exemple, le manga Disparu. C'était un auteur qui a pété un plomb et qui s'est barré, qui est devenu SDF. Et au bout de 2 ans, oui, c'est moi qui joue derrière, désolé avec moi. Au bout de 2 ans, il y a un flic qui le reconnaît et qui dit vous êtes maître machin, vous êtes l'auteur machin, et il appelle la famille et on le retrouve. C'est comme ça qu'il est redevenu dessinateur. Voilà, le mec il avait décidé de tout abandonner. Il était heureux dans la rue et c'est toute une autobiographie. Et c'est à peu près la même chose, sauf que là l'auteur décide de tout plaquer et de faire ça. Et avec tout ce qu'il y a, tout ce qu'on peut découvrir derrière, avec ses éditeurs, sa femme et tous les trucs. Et c'est vraiment hyper intéressant et intelligent. Donc moi, j'ai trouvé ça très 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 fort. Graphiquement, c'est très beau. Tu vois vraiment la nature, tu vois vraiment ce qu'ils veulent te montrer. L'histoire avec son chien, tout ce que tu peux avoir derrière. Même le chien, il a une figure un peu maternelle entre guillemets par rapport à lui, parce que mais c'est tendre, c'est touchant et ça te donne la patate. Mais en même temps, ça te crève parce que t'es complètement pris dans son truc, de voir ce qu'il avait. Et là, toi, tu te dis, punaise, moi qui râle déjà pour aller monter des plaintes chez moi, poser. Et le mec, il a construit son mur, son toit. Mais c'est génial. Génial de chez génial. Eh bien, dis donc, oui, je sens que oui, t'as apprécié, t'as vraiment apprécié. Mais écoute, moi, je serais plus en demi-teinte, mon ami Nico, même si je pense que je lirai la suite malgré tout. Donc, je suis d'accord avec toi sur le chara design. Moi, je trouve que les personnages, je sais bien, ça tranche vraiment avec ce qu'on a l'habitude de voir dans le manga. Là, pour le coup, les têtes de personnages, que ce soit donc Shin ou sa femme, je trouve qu'ils sont vraiment identifiables et ça change du chara design habituel dans le manga. Donc, pour le coup, oui, je suis d'accord avec toi. Le chien, pareil, le chien fait un peu pas Disney mais un peu comics et puis est toujours là en contrepoint de certaines choses que peut faire son maître et là pour faire rire un petit peu, il est derrière lui en train de faire le pitre. Là par exemple, j'avais fait une photo du manga et où on voit le personnage principal qui explique un petit peu sa tronçonneuse, comment elle fonctionne, qu'on peut pas l'utiliser pour couper les racines. Et puis derrière, on voit le chien qui danse en train de se moquer de lui. Il dit en gros, t'as rien compris mon coco. Et voilà, donc voilà, chara design vraiment identifiable sans être transcendant, mais ça fait plaisir, c'est frais, voilà, c'est frais au niveau du dessin. Il y a une réflexion, je trouve, sur l'attachement, l'enchaînement au bien, comme tu l'as dit, et on le voit notamment dès le début lors de l'achat du Yumbo. Yumbo, c'est une espèce un truc tractopelle, mais un truc hydraulique là, pour pouvoir justement enlever les fameuses racines qu'ils n'arrivaient pas à faire à la main. Donc c'est une espèce de... Oui, c'est ça, un tractopelle, on va dire. Ouais, on va dire ça. Très bien. Excusez-nous les puristes, donc ils appellent ça le Yumbo. Et donc quand il va quand il en parle à sa femme et puis qu'il dit voilà, il faudrait que j'achète absolument ça, autrement je pourrais jamais continuer d'avancer, je pourrais jamais construire ma maison. Il en parle à sa femme et sa femme lui dit tu es comme un singe,
encore une fois, hein, décidément, ils aiment bien se comparer à des singes. Tu es comme un singe dans les mains duquel il y aurait donc dans la main droite une pomme et dans la main droite une pêche. Et tout à coup, tu trouves sur ton chemin des bananes. Mais tu n'as que 2 mains. Donc comment tu vas faire pour transporter ces bananes? Il dit, faut que tu laisses tomber soit la pomme, soit la pêche pour pouvoir ramasser les bananes. Il dit, c'est pareil, tu avais une passion avant, c'était les motos, si je me souviens bien, dans le manga. Et donc ce qu'il va faire pour pouvoir s'acheter son tractopelle, c'est qu'il va devoir revendre ses motos. Et il va se faire environ, il va revendre une moto, il va se faire environ 7800 €, ce qui va lui permettre oui, euros, c'est ça en conversion. Il va pouvoir s'acheter son fameux tractopelle. Donc voilà, ces petites réflexions qui reviennent régulièrement sur effectivement la société consumériste sont plutôt intéressantes. Et voilà, j'espère que ça peut en inspirer certains. Et ce qui est marrant, c'est que vraiment la lecture elle est animée par notre envie de savoir s'il va réussir à relever le défi. On est un peu comme la femme en fait, on a un point de vue de la femme. Est-ce qu'il va vraiment, parce que c'est galère sur galère, hein. Ça flotte, les racines il n'arrive pas à les déterrer, parce que voilà, on sait pas comment on fait. Même nous, moi ça m'est déjà arrivé de devoir déterrer ne serait-ce qu'un comme lui un petit cerisier, et on se rend même pas compte des racines jusqu'où ça part en dessous. La galère que c'est pour les couper ses racines et pouvoir enfin déraciner la souche d'un arbre. Et là, lui, c'est vraiment ça, c'est que ça tout le temps. Après, comment est-ce qu'il va faire pour construire sa maison avec que des arbres, parce que c'est ce qu'il veut faire, quelque chose de végétal. Donc il nous apprend les techniques avec lesquelles il a réussi à construire sa maison. Donc on est vraiment là, on se dit est-ce qu'il va réussir à relever le défi, voilà. Donc on le suit comme ça. Donc on est toujours aussi comme j'en parlais en début de podcast, au niveau des pilules, on est toujours dans la directe ligne éditoriale d'Akata, consciente et politiquement engagée, hein, bien évidemment, très écolo. Moi, ce qui me dérange, donc c'est bien, moi j'aime bien lire des œuvres engagées, même pour Riku, hein, quand on entendait Dominique Verrel se parler de Verlet, je crois, Dominique, comment il s'appelle Dominique ? Je retiens jamais son nom pas. De d'Akata. Lui il disait voilà, lui en gros ça l'intéresse pas de faire des mangas pour des mangas, il veut faire des mangas qui vont un petit peu sensibiliser les jeunes sur le futur et ce qui risque d'arriver. Donc du coup quand il a décidé de produire Riku, hein, leur gros shonen, hein, bon, malheureusement ça marche pas autant qu'un One Piece ou un Naruto, lui l'idée c'était de parler voilà, du futur sûrement difficile qui pourrait arriver à nos gamins. Donc Riku c'est quoi? C'est l'histoire d'un gamin qui va aller en prison et qui va morfler de chez morfler, et comment à chaque fois il va réussir à se remettre debout. Et donc là, voilà, il continue là-dessus sur toujours du politiquement engagé. Et donc là, c'est sur bien évidemment le fait d'un petit peu se détacher de tous ces biens qui au final nous enchaînent, et comment réussir même si c'est une lubie au début, on va réussir quand même à concrétiser cela et à venir habiter dans une forêt en l'occurrence ici. Alors moi, ce qui me dérange, c'est comme dans beaucoup de leurs titres, c'est que c'est un peu trop didactique, c'est un peu trop pédagogique. C'est-à-dire que je citais l'exemple de la tronçonneuse. Alors je vous lis ce qui est écrit, hein, donc voilà, donc il est en train le personnage principal, donc Shin est en train de penser, il dit la chaîne en est ressortie, tout est bréché, parce qu'il a essayé de scier les racines. Bon sang. Ensuite on voit dans des petites cases rectangulaires, donc dans l'explicatif, les racines sont pleines de terre et de cailloux. Pas étonnant que la chaîne s'use si vite. Une tronçonneuse normale n'est pas faite pour cet usage. Donc il explique, voilà. Véritablement, on n'a pas vraiment besoin de savoir ça. Et encore une petite étoile qui rajoute, note de bas de page, qui dit quoi? Il existe des tronçonneuses spécialement dédiées à la coupe de racines. Voilà. Et ça, c'est tout le temps, pendant tout le récit. Et moi, ce genre de note de bas de page, extrêmement explicative, moi, cette fâcheuse tendance à me sortir du récit. Et c'est un petit peu le problème qu'on retrouvait dans... comment il s'appelle ce truc qui est sorti chez Kiun, là qui se passe dans la neige, là. Il est sorti il n'y a pas longtemps. Ah oui, Golden Kamuy. Ouais, Golden Kamuy, c'est pareil. Ouais. Les 3 premiers tomes, c'est que ça. On te montre un truc, comment t'expliquer, on te fait... En gros, on te donne un exemple, on te donne un truc, après on te montre l'exemple, et après tu as la résolution du truc. Et que ça. Et effectivement, au bout d'un moment, ça te sort. Et c'est pour ça que j'ai eu la même chose à peu près dans le Tout des Bois, mais heureusement, ça a été rattrapé par le tout. Mais effectivement, ça me sortait aussi. Donc tu vois, c'est ça. Après, on aime l'élan du personnage. Hein. Tous on vient à un moment donné de claquer la porte puis de changer notre vie parce qu'on se dit, il y a quand même des trucs pas terribles qu'on fait ou des trucs pourris dans notre quotidien. Des fois, on a envie de changer. Et heureusement que ça, c'est dans l'être humain. Et, mais voilà, comme je te dis, on a quand même la dérangeante impression, comme j'avais écrit, de lire un petit peu le guide du Into the Wild. Je ne sais pas si vous avez vu ce film de Sean Penn, où pareil, un jeune, à un moment donné, dans ses études, décide de tout claquer. Il coupe sa carte bancaire, il coupe machin, et il dit allez c'est bon, je vais traverser le monde, je m'en vais, et j'ai plus besoin de cette société où on me pousse à consommer plus, et il se barre et il traverse le monde. Bon, à la fin il meurt, hein, à la fin très rapidement il meurt dans le film, mais c'est ça en fait, c'est à un moment donné que je claquer la porte, c'est dire j'en ai marre de tout ça, des solutions qu'on me propose dans ces sociétés, et je me barre. Bon voilà, mais
là où dans Into the Wild c'est vraiment une narration, là on a quand même pas mal l'impression qu'on est dans une espèce d'un guide, une espèce de guide comme ça. Et au final, on a peu de narration, je trouve, et beaucoup d'explications et de réflexions sur la société. Et c'est juste ça qui me dérange un peu. Mais voilà, je pense que je vais continuer à lire parce que ce qui me raconte, ce qui m'apprend m'intéresse. Mais je pense pas que je continuerai à lire le manga pour ce qui me raconte en fait, hein. C'est juste pour les explications et voir s'il va réussir à relever son défi jusqu'à la fin. C'est pour ça que je continuerai, c'est tout, je pense. Donc c'est au Japon, donc c'est 5 tomes en cours. Le tome 2 sort le 9 novembre en France. Nico, tu veux dire une dernière chose avant qu'on... Non, t'as tout dit. J'admets que c'est un des rares trucs qui m'a un peu aussi ralenti et à me demander est-ce que j'allais continuer. Mais en fait, au final, plus j'avançais, plus je me disais ah si, t'as envie de voir, ah si, allez, vas-y. Et en fait, à la fin, je me suis rendu compte que j'ai quand même pris plaisir à lire. Mais c'est vrai que je comprends que certains peuvent être complètement arrêtés sur le développement, sur l'histoire à cause de ça et que ça peut sortir un peu de lecture. Mais en soi, quand tu aimes le côté c'est long un à peu, lire. Du coup, c'est quand même très bavard. c'est ça. Ouais. C'est pour ça que je disais, t'es fatigué à la fin. T'es fatigué à la fin d'avoir tout lu, de voir comment il a fait, ce qu'il a fait, pourquoi, comment. T'es fatigué. Et c'est surtout voilà, entre tous ces didacticiels, ces trucs à faire, comment il l'a fait, à quel moment. T'as l'impression que. Alors tu dis, mais attends, ça fait 17 ans qu'il est dedans pour faire ça. Non, tu vois que ça fait tant de jours, tant de semaines, tant de machins. Et là, c'est ça. C'est comme tu dis, c'est une fois par semaine, elle vient. Et en fait, tu te rends compte que le temps il file, mais tu te rends compte. Tu dis, mais c'est pas possible. Alors, non, finalement, c'est pas tant que ça, mais il a pas pu faire ça plus vite. Et tu vois tout ce qu'il fait, tu dis en fait, le mec, il a plus de vie, il ne fait que ça. Et tout ce que ça mène derrière. C'est pour ça que c'est intéressant, fatigant, mais en même temps, voilà quoi. À voir pour la suite, mais en tout cas, moi, j'ai passé un très très bon moment à le lire. Voilà, donc 5 tomes en cours, je répète. Tome 2 sort le 9 novembre en France et c'est chez Akata, non pas Kazé bien évidemment. Et puis écoutez, on a rajouté un dernier, donc c'est pas un manga, un manhwa in extremis. Là, on a dû changer un petit peu nos plans à les dernières minutes. Et donc là, je vais vous parler plutôt de Old Dog. Hot Dog. Non, c'est pas Hot Dog, c'est Old Dog, le vieux chien de Minho Choi. Donc, comme vous l'entendez, c'est un manhwa. Donc un vieux chien Hot Dog, c'est pas très bon. c'est un manhwa. Donc, ça nous vient de Corée. Et c'est le tome 1 qui s'appelle Vers mon père. C'est publié chez Agen District Kotoji. Donc, comme on vous l'a dit, c'est un éditeur de l'Est de la France qui est spécialisé dans le manhwa et qui nous vient de Corée, de Taïwan et aussi de Chine, de Hong Kong. Donc voilà, donc c'est l'histoire de quoi ? C'est un homme qui retourne dans la ville où habitaient ses parents, décédés plusieurs années auparavant. Il écrit l'histoire de sa famille en leur redonnant une place et évoque la maladie, ses propres regrets et ses souvenirs. Donc je viens de lire la 4e de couverture. D'habitude je prépare, mais là, comme je vous dis, c'est un peu in extremis et je voulais absolument parler de sa manhwa. Donc voilà comment c'est passé. C'est très bien écrit en 4e de couverture. On suit ce jeune personnage qui, au début, attend tranquillement le train. Donc on est à Séoul et il va partir il va dans le métro et il va se rendre dans son ancien quartier tout d'abord, quartier qui était extrêmement pauvre à l'époque et qui est maintenant abandonné, mais qui est le côté intéressant, c'est qu'il est entouré de buildings, dont un hôtel Hilton et plein de buildings de haut standing, on va dire, mais que voilà, ces bâtiments sont laissés comme ça à l'abandon. Et donc c'est au gré de ces pérégrinations qu'on va découvrir un petit peu son passé. On va voir comme si des fantômes apparaissaient, si vous voulez, dans ces buildings, dans ces rues. Il va passer près d'un parc, il va se souvenir, dans ce parc-là, c'est là où les enfants s'amusaient. Et puis hop, tout à coup, on va voir le parc qui prend feu. Eh bien oui, parce que c'est là qu'il y a eu un fameux incendie. Voilà, et ce qui s'est passé, il va voir une fenêtre en levant les yeux. Il se dit, bien tiens, dans cette fenêtre, c'est là que j'ai vu une femme qui prenait sa douche, ou je ne sais pas, etc., machin et tout. Et on se dit, bon, tiens, pourquoi est-ce qu'il nous parle de ça ? Le récit passe, et hop, quelques temps après, on le voit qu'il est monté sur les toits, donc pas loin de cette fenêtre-là. Et puis on voit une femme qui est en couleur, parce que le récit est quand même pas mal, c'est comme assez monochrome. On voit cette fille qui est en couleur, donc on se dit tiens, elle doit exister comme lui, qui est aussi en couleur. Et en fait, c'était effectivement la femme qu'il avait regardée des années au précédent en train de prendre sa douche. Elle se souvenait encore du chenapan qu'il était, et elle essaie un petit peu de lui remonter les bretelles. Et on a tout le temps en fait ce renvoi entre
présent et passé qui construit en fait la narration, et c'est selon les lieux où il va aller. Donc ça commence comme je dis dans cet ancien quartier. Après on va aller vers d'autres lieux, mais je voulais juste une dernière chose là avant que je parte vers d'autres lieux. Ce qui est très intéressant aussi dans ce quartier de Séoul qui est laissé à l'abandon, et donc qui est un quartier pauvre avant, comme j'ai dit, c'est qu'à un moment donné il parle des Jeux Olympiques qui sont passés à Séoul. Je crois que c'était en 84 si je me souviens, et l'auteur nous dit que au moment de ces Jeux Olympiques, pour pas que les Occidentaux et tous les gens qui venaient à participer aux Jeux Olympiques se rendent compte que la ville n'est pas tout à fait finie, puis qu'il y a quand même des bidonvilles limite au sein de cette grande métropole, ils avaient imposé même aux gens de peindre leurs bâtiments en bleu. Mais ils n'avaient pas refait le crépinière et tout, juste repeindre en bleu pour cacher quelque part un petit peu la misère. Et donc on a régulièrement dans le récit des petits soupçons comme ça de critique sociale, de critique du gouvernement coréen. Ils vont parler aussi de la chasse aux sorcières qui a été faite par rapport aux communistes à l'époque, parce qu'on sait bien évidemment, là, on connaissait l'histoire un peu de la Corée rapidement, qui va se diviser en deux entre le nord et le sud, avec le soutien bien évidemment des Américains. Et donc ça, il en parle toujours en filigrane, et c'est vraiment extrêmement appréciable. Et on sent qu'au fur et à mesure qu'on y arrive, là, une magnifique page. Je vois avec le père qui est en train de décéder. Enfin, c'est une projection de son père qui est en train de décéder, alors que lui, donc au moment de l'histoire, est dans la montagne. On a vraiment ce côté poétique qui arrive au fur et à mesure du tome, et qui arrive à la fin plus ou moins au paroxysme quand il arrive sur la montagne. Et on va voir qu'il est en train plus ou moins de se perdre dans cette montagne, et que son père va lui apparaître en fantôme et qui va essayer de le guider vers cette chose qu'il a perdue. Donc je ne vais pas vous spoiler c'est quoi, mais voilà, on est vraiment dans une poésie qui se décline de différentes façons, et puis qui bien évidemment quand on commence à atteindre des endroits naturels, prend toute son ampleur et se concrétise véritablement. Voilà ce que je peux en dire sans spoiler. C'est un premier tome, comme je vous le dis. Pour ce qui est des décors, on sent qu'il utilise quand même de la photographie, puis après il passe dessus à l'infographie, mais avec des petites touches subtiles, peut-être aussi à la gouache, j'ai l'impression, sur certaines choses. Les visages des personnages, moi j'aime beaucoup, peuvent paraître un peu difformes pour certains, avoir des petites fautes de proportion. Moi ça me dérange pas plus que ça, j'aime bien ce côté un peu difforme. Et puis voilà, comme je vous le dis, on est toujours du point de vue de cette personne devenue adulte, et pour le coup, comme on est de son point de vue, pour moi, c'est pas que ça excuse, mais ça explique pourquoi ce monde est par moments déformé, par moments le trait où les fonds sont plutôt flous. Voilà, pour moi, c'est vraiment une œuvre qui est extrêmement pensée du début à la fin. Il faut que je reconnaisse vraiment que je regrette pas de l'avoir pris. Je me dis, j'avais parlé avec Pierre de Kotoji, et je lui avais dit que ce titre me branchait vraiment. Puis en plus, en tant qu'amoureux de la Corée du Sud et de ce qu'ils produisent en termes de cinéma, j'avais vraiment envie de me plonger dedans, et je suis pas déçu. Donc je conseille un petit peu à tout le monde, tous ceux qui s'intéressent à la Corée, à l'histoire de la Corée, de lire ce manhwa. Est-ce que quelqu'un veut réagir, même si vous n'avez pas eu le temps de le lire, vu que je l'ai un peu décidé à Moi, il me fait penser un petit peu à certains traits ou certains trucs un peu à du amer béton par certains moments. Exactement, oui, les personnages, tout à fait. Ça me donne vraiment envie de personnages, c'est ça. Ouais, c'est ça, Ouais. de lire, parce que cette construction, ces personnages, ces regards, ces mâchoires, moi, ça Bien me donne vu. vraiment... c'est pour ça que je te regardais depuis tout à l'heure tourner le truc, Ouais. et j'ai dit, on dirait c'est comme Sony ou amer béton. Sony, c'est ça, il s'appelle Sony, ouais, tout à fait, ouais, c'est ça. J'ai vraiment beaucoup aimé, Ouais. donc là, sur le coup, ça me parle. Même le découpage des scènes, des mises en scène et compagnie est vraiment tiré dans ce même esprit. Donc ceux qui ont lu Sony ou Amer Béton et que vous avez aimé un peu ces constructions et autres, je pense que ce genre, c'est à peu près ça. Donc ça peut vraiment beaucoup plaire. Ouais, c'est vrai qu'on se trouve encore une fois, c'est marrant, on n'en a pas fait exprès ce mois-ci, mais on se retrouve encore une fois dans la forêt. Voilà, c'est vraiment un podcast, mis à part Je suis Shingo, qui se passe dans les villages, dans la forêt. Et pour le coup, c'est peut-être parce que, voilà, comme on le dit, à force de dire que Arokia est un podcast frais et n'est fait que d'amour, je pense que là, voilà, pour commencer cette année scolaire, on est fraîcheur et amour. Ouais, mais moi, tu me disais que je vais faire une librairie très écolo. Je peux pas, éco-librairie. parce que je vends des arbres morts, je te rappelle. C'est vrai. Oh, tu peux faire ça du papier recyclé. Non, je prends un plaisir. Je prends un baobab ou un séquoia pour faire un manga. D'accord, ok. Bon, écoute, je pense que toi, tu es définitivement fini, sans espoir. Donc, je rappelle pour terminer donc, que ce manhwa est édité chez Agent District Kotoji.
que c'est par l'auteur des Naufragés et de Moi, jardinier citadin. Donc c'est une œuvre aussi engagée, hein. C'est pas chez Akata, mais il y a pas que voilà, ce n'est pas que qu'Akata qui fait des œuvres engagées. Donc comme je vous le dis, hein, vous aimez la Corée, vous aimez la nature, vous aimez la poésie, vous avez lu Les Naufragés par exemple, et ben jetez-vous dessus. Vous ne serez pas déçus. Moi personnellement, c'est vraiment un coup de cœur et j'ai hâte de lire la suite. Je ne sais pas combien il y aura de tomes. Il faudra demander à Pierre vu que c'est lui qui est plus au fait. C'est une œuvre toute récente, hein. Elle est sortie en 2016 en Corée. Donc c'est vraiment tout récent. Et ça vient de sortir, c'est sorti au mois d'août, il me semble, en France. Donc courez l'acheter si tout ce que je vous ai dit vous intéresse. Et c'est l'heure du Totally Crazy, l'instant où chaque mois nous faisons part de nos découvertes extra manga les plus folles. Et on commence par Nico qui va nous parler, pas grand chose de japonais Nico ça, hein, de Civil War. Alors, c'est pas tout à fait Civil War, mais à peu près. Je vous ai dit tout à l'heure que j'avais beaucoup de lectures et qu'à cause de ça, j'arrivais pas à lire autant de mangas que je voulais et que je galérais à pouvoir vous faire aujourd'hui toute votre explication sur ma lecture. Eh ben, ça vient surtout du fait qu'en ce moment, je lis et je bouffe du comics comme ce n'est pas permis. Ça faisait longtemps que je m'étais pas mis à relire du comics autant et Mirko, mon collègue de la parenthèse, qui est un pro comics comme c'est pas permis, il m'a fait découvrir un truc. À un moment, je dis mais attends, j'ai lu un truc, ça avait l'air trop génial. Il me fait écoute, ça s'appelle Civil War, ce que tu as lu, et c'est vraiment bien, mais c'est joint à un univers vraiment vaste. Et comme vous le savez, dans Marvel, c'est du multivers, il y en a énormément. Tous les univers sont liés plus ou moins par des passages ou autres, des créateurs, des créatures et compagnie, des auteurs qui ont créé ça. Et ça rend une sorte de multivers reconnu dans le monde de Marvel. Et bien en fait, ils ont décidé de se dire que stop, on prend tous ces multivers et on va tous les détruire. Et on va recréer un seul et unique univers qui regroupe les autres et qui va amener à un seul univers plus tard. Et bien en fait c'est ça, c'est toute une refonte qui est en train d'être refaite sur l'univers de Marvel et c'est hyper intéressant, c'est très bien amené et en plus on retrouve tous les univers. Là, je viens de lire un Thor, on a tous les Thors de tous les univers. On a le Thor avec Jeanne, c'est comment c'est Jeanne Grey non pas Jeanne Grey. Merde, je me rappelle plus de son nom. Qui est une jeune femme qui a atteint un cancer et qui est devenue une Thor. On a tous les Thors du normal jusqu'au Ultimate et on les voit tous à l'intérieur. Et tous les noms qu'on leur donne à l'intérieur parce qu'ils sont dans un monde créé par Fatalis qui est devenu le dieu du monde carrément, Fatalis. Et en fait, on se rend compte que c'est tout un monde autour. Et tous les personnages que tu dis, maman, on parle du père de tout, c'est Odin qui dit ça, bah oui, c'est Odin le père de tout. Non, c'est Fatalis et Odin travaille pour Fatalis. Et là, tu dis, what? Et tu vois tout cet univers, tous les responsables, tout ce que ça mène, les personnages qui sont dedans, ce qu'il y a au-delà du mur, parce que tout est entouré d'un grand mur où tu as tout ce qui est les créatures, les pires qui sont derrière et tout ça. C'est hyper bien amené. Tu découvres tous les personnages que tu connaissais et les liens qui sont entre. Des fois, tu dis, mais oui, mais ils sont ensemble depuis longtemps ou ils se connaissent. Et ben non, là c'est vraiment une découverte. Et c'est tellement vaste et tellement bien amené et graphiquement tellement bien poussé que t'es pris dedans. Et ça s'appelle Battle World, le monde de Fatalis. Et donc forcément, on t'y rajoute des personnages au fur et à mesure. Et là, ils viennent d'y rajouter Wolverine, qui était pas là depuis longtemps, mais à un style Allman Logan. Donc c'est d'autant plus intéressant. Parce que là, c'est pas juste le mec, un gros bourrin qui tu sais, qui est là. Non, c'est le mec qui est sage, qui a vécu, qui a cette dureté de la vie et ce qui va amener avec surtout en plus il y a plein de clins d'œil par rapport à Hulk et autres, parce que justement c'est ce qui est passé en Allman et autres, et donc tu les retrouves. C'est pour ça que c'est super bien fait, donc je conseille si vous avez envie. Donc ça s'appelle Secret War, donc c'est l'univers Secret War, et donc ce Civil War en fait partie, et tu en as plein. Tu as Secret Wars, t'as tous les comment ça s'appelle, aussi bien Gardiens de la Galaxie que les Nova, que tous ces univers Thor et compagnie sont autour de là. Tu as du Wolverine, tu as du Spider-Man et compagnie. Et c'est très bon parce que ça t'utilise tous les univers. Donc si tu en as eu un que tu as aimé et pas trop l'autre, tu retrouves le regroupement de tous. Donc oui, voilà. Donc c'est pour ça qu'en ce moment je lis ça et je suis à fond dedans. Et vraiment, je prends plus de temps en ce moment de lire du comics que du manga. Oui, d'accord, ok. J'ai du retard dans mes mangas, mais en ce moment le comics me donne vraiment la patate et le mojo. Donc je vous conseille. Vous allez découvrir
allez voir. Donc, commencez donc effectivement avec du Civil War ou Secret War. Regardez, allez voir votre SP Comics qui vous en parle. Ça vaut vraiment le coup. Et en plus, comme ce sont des gros pavés, c'est des gros trucs de 200-300 pages, bah, tu le commences, tu sais pas à quel moment tu le finis, mais quand tu le finis, waouh, t'as envie d'en avoir plus. Et tu découvres tellement de personnages, et il y a tellement d'histoires, et tout est cohérent. Comme ce n'est pas un multivers, mais c'est un multivers réuni en un seul, en fait, tu retrouves tout du multivers dans un seul monde. Et c'est bon, c'est très très bon, et logique. C'est ça qui est fort. Tout est logique pour l'instant. Il n'y a aucune faute, aucune erreur pour l'instant de temporel ou d'histoire. Donc vraiment très très bon. Je conseille. Ok. Ben, écoute, maintenant on passe à Inès. Inès qui va nous parler de l'anime Ginga Eiyu Densetsu. C'est ça, j'ai bien prononcé? Je sais pas. Moi, je pense. Ginga Eiyu Densetsu ou bien... attendez. The Legend of Galactic... Non, Legend of the Galactic Heroes ou les héros de la galaxie, quoi. Alors, c'est un classique et je suis pile dans l'actualité parce que hier, ils ont mis le trailer de... merde, comment on dit? D'un remake. Uh-huh. Alors, c'est un animé, c'est un classique du genre. Il contient 110 épisodes. Enfin, épisodes, ils disent ça au Havre, mais bon, c'est des épisodes de 25 minutes, 110. Oh. C'est un space opéra, comme on l'a deviné avec le titre, et c'est génial. Un peu à la style Macross et non pas Gundam, et c'est ça qui est fort. Il est très 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 bon. Je le conseille vivement. Si vous avez aimé dans votre jeunesse des trucs comme la style Macross, Robotech pour ceux qui sont un peu plus vieux et qui ont connu que la version française, et des choses comme ça, plongez-vous dans, ou les premiers Gundam avant 80, donc vraiment ceux des origines avec une construction plus militaire, plus dure de ce qu'on pouvait avoir dans les années 90, on a ça. Et là, Inès t'a tapé dans un truc, je pensais pas entendre parler de ça, vraiment je suis étonné. Et je suis admiratif et c'est génial. C'est génial, exactement. Bon alors, de quoi ça parle l'histoire? Ça se passe dans l'espace, ça se passe très loin après nous. Donc il y a la technologie qui a évolué, on est dans l'espace, il y a plein de planètes. Vraiment, c'est très étendu. Il y a 2 nations. Il y a la nation de l'Alliance des planètes libres qui représente la démocratie. Un peu comme l'américaine, il faut qu'on impose la démocratie, il faut que le peuple soit libre, etc. Et en face, on a l'Empire. L'Empire, qui est là où on est dans une monarchie, il y a un empereur, on vit un peu comme à l'époque, les nobles et tout. Donc ils ont vraiment 2 conceptions de la vie qui sont différentes. Et ces 2 nations se font la guerre. Ils se font la guerre depuis au moins plusieurs années, etc. Et donc, entre ces 2 nations, il est important de préciser au cas où, il y a une planète qui représente la planète neutre. Mais alors, je suis qu'au début de l'animé. Je suis au 15e épisode. Je suis un peu lente. Bon, j'ai commencé il y a 2 semaines quand même. Mais c'est très prometteur. Dans ces 2 nations, il y a en fait des stratèges militaires. Des stratèges militaires. Dans l'Alliance, il y a Yang Wenli, et dans le stratège de l'Empire, il y a Reinhard von Lohengrin. Ah, je prononce bien l'allemand là. En même temps, avec mon accent, c'est facile. Hein. Ces 2 stratèges ont des buts personnels à la fois et ils servent leur pays. Et donc, en fait, cet animé, c'est très long. Donc c'est un peu compliqué à expliquer parce qu'il se passe plein de choses. Mais en fait, ça va tourner essentiellement entre la guerre, entre les peuples, par exemple dans des planètes où il y a des problèmes, ce genre de choses, où on essaye de s'abattre, où on essaye de se faire des coups en douce. Vraiment, un peu, si on veut, c'est très exagéré ce que je dis, mais un peu à la Game of Thrones, si on veut. Vous voyez, il y a 600 personnages dans l'animé, 600. Après, on ne connaît pas tous les 600, mais il y a au moins, je veux dire... au moins 30 personnages très importants, 30-40, donc c'est vraiment très épais, c'est vraiment énorme. À la base, l'animé, c'était quand même un roman. Et donc, on va suivre cette histoire sur la guerre, sur ces 2 stratèges que tout oppose. C'est vraiment fascinant, il y a des épisodes où ils mettent de la musique classique, ça envoie la musique classique, il y a Mozart, il y a Beethoven, il y a Dvorak, il y a Mahler, il y a Bach, il me semble aussi. Vraiment, c'est très épique dans son genre. C'est très bien réfléchi. Bon, alors, comme je disais, je suis vraiment au tout début, donc
j'avance petit à petit. Donc j'ai un peu du mal à dire ce qui va se passer. Mais en tout cas, tout le monde m'a dit, tu verras, c'est extrêmement bien ficelé pour 110 épisodes. Ça a intérêt. Bon, ça, c'est un vieux animé, il faut le préciser, qui a été sorti en 88 ou 87. Donc c'est à son jus. Les graphismes, ils sont complètement à son jus. C'est... Bon, on va... Par exemple, dans les batailles dans l'espace, c'est vrai que c'est épique, mais bon, il y a quand même le dessin qui est un frein de ce côté-là. Mais au niveau des personnages, c'est vraiment extraordinaire. On retrouve deux philosophies. Il y en a, par exemple, il comparait Reinhardt, le surhomme nietzschéen. Et du côté de Yang Wenli, on le compare souvent un peu avec la philosophie de Platon, etc. Donc vous voyez un peu le genre, c'est vraiment très bien fait. Je sais pas comment dire, en fait. C'est un long animé. Donc il y a du bon, il y a du moins bon, mais en tout cas c'est vraiment du bon. C'est un classique qu'on devrait voir. Après là, il y a le remake qui est en train de se faire là. Donc alors on a encore peu d'informations dessus, mais j'ai vu les graphismes et je les trouve un peu horribles. Au niveau des personnages, on avait des personnages très beaux en fait à l'époque. Vraiment quelque chose qui inspirait le respect, vraiment, je sais pas, le style de l'époque, quoi. Et là, maintenant, on a en fait des personnages qui ressemblent à des bichonen, quoi. Vraiment, ils ressemblent en fait à des personnages, par exemple, de Kuroko no Basket, vous voyez un peu le genre, ou d'autres... ouais. C'est une blague. Non, mais graphiquement, il avait déjà cette touche, même si ça faisait un peu rétro dans le style, il y avait cette touche très adulte, très marquée. Encore une fois, la Robotech. Et oui. c'est pour ça que sur Macross. Et là, sur le coup, tu me dis que là, on revient à des trucs très Exactement. shonenisants, les Et Gundam voilà. de maintenant, où le héros fait 12 ans, et pourtant on dit non, mais tu vois, c'est un pilote hors pair. C'est une blague. Je te jure, c'est pas du tout une blague. Ils ressemblent vraiment à des personnages de bichonen. Oh, Mais vraiment. allez mourir. Franchement, bon, après, on a vraiment peu d'informations. Mais après, les graphismes, à côté, ils ont l'air pas mal. Au niveau de l'espace, ce genre de choses comme ça a l'air vraiment beau. Ça a vraiment l'air génial. Mais à part ça, bon, voilà. Mais après, ça va peut-être découvrir, et des gens, ils vont découvrir plein de choses avec... c'est super de ce côté-là. Mais sinon, voilà. Donc, je vous le conseille. Vous allez en entendre parler en ce moment. Voilà. Essayez, c'est génial. Voilà, je sais pas quoi dire. C'est un peu moins pire que ce que je m'attendais. On est dans le côté un peu ce qu'on peut avoir des personnages Bishonen, pour moi. Bishonen, mais plus c'est comme si vous aviez Death Note qui avait fusionné avec Kuroko no Basket. Donc c'est en fait un peu jeune, mais avec le côté un peu à la Berserk, ou enfin pas à la Death Note, où les personnages sont un peu plus adultes de ce qu'on peut avoir. Ouais, Quand bon, tu ça. compares à l'époque. Oui, mais ça c'était de l'époque un peu ce qu'on peut. C'est comme si tu disais aujourd'hui, t'as les deux Oscars qui va se retrouver à la tête à la place de Dark Vador. C'est pas possible. Donc Ouais, on peut pas bon, reprendre. au début, il avait quand même les cheveux courts, mais Oui, mais c'est pour on ça a perdu que... ses boucles quand même. Je suis d'accord, mais rappelle-toi que Ces c'est boucles militaire. étaient Militaire, tu peux magnifiques. pas avoir des cheveux longs, c'est pas les années 90, c'est les Je 80. sais. Donc c'est pour ça que sur le coup, j'ai moins peur. Mais je peux comprendre, parce qu'il était quand même charismatique, même avec ses cheveux longs, il était charismatique. Il était dingue. Mais effectivement, sur le coup, ça redonne quand même plus à l'époque. Regarde-moi ça. Ça, c'est magnifique quand même. Ah bah ça, c'est un fan art. Ouais, mais c'est pas grave, il est beau. Ok. Voilà, je crois que j'ai rien d'autre à dire. Foncé, putain, c'est de la bombe. C'est vraiment de la bombe. Ok, Inès, oui, non, mais je te crois, ça a l'air effectivement... Oui, tu me l'as vendu là, je pense que je sais pas quand c'est ce que je regarderai, parce qu'en plus ces animés, voilà, je commence à en regarder un peu plus avec mes enfants notamment, mais c'est vrai que ça prend beaucoup de temps. Hein. Ça prend beaucoup de temps, et le temps c'est précieux. Écoutez, alors moi, j'ai plein de Totally Crazy ce mois-ci. J'aurais pu vous parler de ma découverte, de mon plongeon dans mon plongeon surprise, hein, et j'ai accroché dans l'univers de Bleach. Ouais, parce que je me dis, je regardais de l'extérieur, j'avais essayé le jeu, je dis bof, puis j'ai regardé les premiers épisodes et j'ai été happé. Je m'attendais pas du tout à ça. Donc voilà, bon, j'ai fait une petite pause là, mais ouais, non, la Bleach, ça revient plus. J'aurais pu vous parler aussi de Octopath Traveler. Des producteurs, un jeu qui sort sur la nouvelle Switch de Nintendo par les producteurs de Bravely Default, avec un style entre ce qu'ils ont pu faire sur Bravely Default en 2D et du pixel art de toute beauté. Donc Nintendo se les fait un peu à la Apple là, ils le font depuis quelques temps de toute façon. Ils ont fait une petite conférence, ils ont représenté le jeu et ils ont dit
Et bah juste après cette conférence, téléchargez la démo directement sur le Nintendo eShop. Donc tu penses, moi je suis rentré, j'ai téléchargé tout de suite et c'est très plaisant. C'est très très plaisant, mais bon voilà, je vais pas m'étendre dessus parce que c'est pas mon Totally Crazy. En tout cas, si vous avez une Switch, n'hésitez pas à télécharger la démo. On en reparlera. Non, moi je vais vous parler de quelque chose de beaucoup plus sérieux quand même. Hein, parce que j'entends tout le monde qui s'excite et qui critique, mais vraiment alors qu'ils ont dormi souvent pendant le film. Je vais parler de quoi ? Je vais parler de Death Note, l'adaptation qu'en a fait Netflix. Donc ils l'ont adapté le fameux manga de Oba et Obata. Ils l'ont adapté en oui, c'est un long métrage d'une heure et demie et quelques. D'une heure et demie, Nico, tu veux dire quelque chose ? Oui, c'est 1h30. Ouais, c'est 1h30. Donc imaginez-vous, condenser 12 tomes en 1h30, et puis c'est pas 12 tomes de n'importe qui, c'est 12 tomes de Oba à l'écriture, donc vous voyez un petit peu, vous mettez 2 heures à lire un tome, donc là vous vous dites comment est-ce qu'ils ont pu faire en 1h30 pour condenser tout ça. Je pense que c'est de façon très intelligente. Alors oui, certes, au bout de 2 minutes de film, très clipesque, mais gardez bien en tête, avant que je rentre dans l'analyse vite fait, que c'est un teen movie. Si vous partez avec en tête que pour vous c'est un film pour ados, je pense que vous allez accepter pas mal de choses. Donc le film commence, donc on voit les pom-pom girls, on est dans un lycée américain, un pom-pom girl, le mec complètement introverti, avec les mèches blondes, l'acteur, etc., que tout le monde critique. Moi je le connaissais pas, je le découvre là-dedans, et je trouve que le fait d'avoir choisi un acteur comme celui-là, qui arrive à passer d'un sentiment à l'autre, complètement impromptu, ça justement c'est ce qui fait que le film se casse pas complètement la figure. La gamine pareil, la pom-pom girl, ils l'ont bien choisi aussi. Donc teen movie, ça commence comme ça, tac, pom-pom girl, le mec qui est tout seul là, avec son bouquin, nanana, un orage, paf, 2 minutes, sans mentir, 2 minutes, le Death Note tombe. On prend pas notre temps, etc. Machin, tout c'est. Le Death Note tombe, et Ryuk arrive en même temps que le Death Note. C'est pas le Death Note, et puis on voit Ryuk qui est de son côté tout seul, comme dans le manga, en train de se dire, voilà, il va se passer, il est en train il regarde de loin l'être humain et voir comment il va réagir avant d'aller commencer à interagir avec lui. Non, c'est le Death Note tombe, le gamin il se demande qu'est-ce qui se passe, et Ryuk est tout de suite là. Et il lui fait peur, elle lui dit mais il lui fait peur il lui fait peur que voilà dans la séquence qui vient juste après. Donc ça va être que ça va être de l'enchaînement de situations une après l'autre. Ça va être un rythme soutenu pendant les 1h30. Et comme je vous le dis, pour moi, je l'ai regardé comme destination finale. Parce que quelque part, qu'est-ce que c'est Death Note si ce n'est un destination finale ? C'est un mec qui va essayer de faire plus ou moins ça. C'est-à-dire que comment est-ce qu'on va réussir à échapper à une mort qui est écrite, ici dans le cas présent, de la main d'un être humain qui veut faire justice lui-même. Donc on a ça. Et moi je l'ai regardé vraiment de cette façon-là, et je trouve que c'est justement pas un mauvais destination finale. Vraiment, c'est hyper chiadé. Franchement, Netflix, ils ont mis les moyens. Les décors sont là, ils ont filmé en 2:40, donc cinémascope. Les acteurs qu'ils ont choisis, moi je suis désolé, je les trouve plutôt justes. Pour elle, ils ont choisi le magnifique acteur afro-américain qui joue dans Get Out, génial film de 2017. Donc pour jouer elle, je trouve que c'est intéressant de prendre le contre-pied, prendre un afro-américain qui va être justicier, et puis le blanc pour une fois qui va être un petit peu le mec à la justice plus ou moins discutable pour jouer Light. Le père de Light qui joue le flic est vraiment bien casté aussi. Et puis voilà, donc comme je vous dis, si vous le prenez pour un teen movie et que vous savez que ça va être un rythme effréné, parce qu'il faut que ça aille vite maintenant, les plot points comme on dit doivent s'enchaîner rapidement dans les films pour teen movie pour que les jeunes restent accrochés, c'est ça. Pendant 1h30 vous avez ça, une réalisation certes et un montage certes très clipesque, au niveau de mes goûts personnels, c'est pas ce que je regarderais, mais je m'attendais tellement à quelque chose de mauvais, du style de ce qu'a pu faire Nakata avec ses adaptations japonaises, que c'est une catastrophe. Hideo Nakata, qui est un grand réalisateur de Darkwater et de Ring, quand on voit ce qu'il a fait avec Death Note, je suis désolé, les Américains, c'est triste à le dire, je le dis, les Américains s'en sortent bien mieux, et on sent quelque part des mecs qui ont eu une certaine intelligence d'adaptation dans Death Note. Bon, j'en parle, je terminerai là-dessus. Je suis pas un grand fan de Death Note, Nico le sait. Pour moi, Death Note aurait dû se terminer en 6 tomes. Pour moi, il y a 6 tomes de trop. La deuxième partie, il se passe quelque chose à partir du tome 6. La deuxième partie est inutile, et on le voit bien à la fin dans le tome 12. C'est une justification sur justification de ce qui a pu se passer. Des règles à non plus, on peut savoir qu'en faire. D'ailleurs, ils en parlent d'ailleurs de façon très ironique, je pense, dans ce film. Et pour moi, voilà, je suis pas un grand fan de base de Death Note. C'est peut-être pour ça, quelque part, que je ne déteste pas ce film, et limite moi je pourrais le conseiller comme encore une fois une introduction à Death Note. Encore je suis pas sûr que les gens apprécient Death Note après ça, mais en tout cas pour moi on a la quintessence. Ils ont l'intelligence en 1h30 de raconter une histoire autour du Death Note
plus que de coller, comme ce qu'a pu faire Nakata, comme ce que font souvent les Japonais quand ils s'adaptent en live leur manga, de coller à la lettre près au manga. Voilà. Nico, tu voulais dire quelque chose, j'ai l'impression. Alors oui, la plupart des adaptations de certains mangas en film live, je suis désolé, mais les Japonais les font de manière horrible. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Il y a beaucoup de gens qui ont critiqué Death Note en disant non, mais de toute façon, c'est les Américains, c'est nul. T'as vu comme ils crient dès le début quand ils voient Ryuk, c'est n'importe quoi. Bah, moi, j'aimerais bien t'y voir, toi, quand tu verras un dieu de la mort qui va débarquer chez toi. Tu vas pas avoir des cris tellement aigus qu'on aurait va avoir une petite pucelle qui est en train de hurler. Merci de me rappeler ça, parce que c'est ça la force du mec, c'est qu'ils ont pris un acteur qui il a une tête voilà, c'est vrai qu'il a une tête à claque, faut reconnaître. Voilà. Mais le mec, justement, quand il crie comme une nana, t'as envie de le foutre des tartes, mais ça marche malgré tout, parce qu'il Oui. arrive à passer de cet état-là à l'état de mec sérieux qui va se venger, et t'arrives limite à adhérer à sa vengeance. Donc, je pense que justement, une des forces de ce film-là, c'est encore une fois, c'est le casting. Voilà, je pourrais citer tellement de films japonais des adaptations en manga, d'un manga en film, qui sont foireux. Et là, sur le coup, moi, ma seule chose que j'avais peur, c'était le côté, par exemple, elle. Moi, quand j'ai vu que c'était un black qui allait le faire, ça me dérangeait pas. Mais Moi, je savais pas. Du coup, j'ai découvert, je scandale, voulais pas c'était savoir, un j'ai black. découvert. Mais moi, ça me gênait pas parce que je me suis dit une chose. La seule chose qui me fait peur, c'est quand j'ai vu le black. Athlétique, grand, beau, et tout ce que tu peux imaginer. Et donc, Tu l'as forcément, mal vu, hein. Regarde le film, il est pas comme ça en fait. bah ouais, mais dans le film, effectivement, c'est pour ça que j'avais peur avant de voir le film, parce que j'avais pas vu, j'avais vu juste le cast, et sur le coup, je me suis dit, à voir. Et en fait, finalement, non, mieux que ce que je pensais. Donc, au final, ça m'a pas vraiment choqué. Alors, je n'ai pas vu le film, hein, donc je vous préviens tout de suite. J'en ai vu quelques petits morceaux par-ci par-là, des trucs que les gens mettent sur internet pour se moquer, ou des analyses et compagnie, ou des visions et des photos du film. Donc, j'ai essayé de voir. Et j'ai ma collègue qui l'a vu, elle m'en a fait un énorme topo. Certes, c'est clair que si tu es un aficionados de Death Note et que tu ne jures que par ça et que tu t'es tatoué Death Note sur le torse au pyrograveur, oui, ça c'est clair qu'il n'est pas fait pour toi ce film. Mais il faut le voir que, comme avec Stan, on a été voir par exemple Ghost in the Shell. On a été voir, et combien de fois on a entendu les gens hurler sur ce film? Pourtant, nous, on a passé un bon moment, et on l'a dit à tout le monde, ce n'est pas Ghost in the Shell, c'est un Ghost in the Shell. Et là, c'est à peu près la même chose. C'est vu par les Américains, avec la vision des Américains, parce qu'eux n'ont pas la même vision que nous, et s'ils avaient fait à la vision à la japonaise, ça aurait été ridicule. Il faut bien rappeler que ce sont les Américains qui le font avec une manière qui sont pour eux, parce qu'ils ont ce regard. Si nous, on l'avait fait, on l'aurait aussi fait d'un autre regard. On aurait dit, oh, les Français, il faut que de la merde. Oui, mais c'est exactement la même chose. On n'a pas la même vue que les Japonais et les Américains n'ont pas la même vue que nous, que les Japonais. Et c'est ça. Et ils ont quand même réussi à en faire une certaine force qui est beau en soi et bien en soi. Donc je pense que c'est certainement un bon film. Il faudrait que je le voie pour vraiment le critiquer jusqu'au bout. Mais c'est un bon film pour les jeunes bon film du dimanche soir. Voilà, du dimanche soir. C'est un bon film à regarder comme ça, mais c'est pas le film de révélation. Donc on est d'accord. Et il ne faut pas s'attendre. Mais c'est un film Netflix, voilà, c'est un film Voilà. Netflix pour les fans. c'est ça. Netflix, dans leur programmation, ils font des films comme on en fait plus, c'est-à-dire ils font des films de 20-30 millions, voilà, qui va s'adresser des fois à une fanbase, et c'est tout. C'est-à-dire que maintenant Hollywood, c'est soit les blockbusters, Voilà. soit non, Hollywood, ce n'est plus que les blockbusters, et dans la frange, tu as des auteurs qui vont faire des petits films à qui on donne peut-être maximum 10 millions, et c'est terminé. On n'a plus ces films de milieu de gamme, c'est terminé maintenant Hollywood. Et moi, je trouve que c'est ce qu'il y a de bien sur Netflix maintenant, c'est que eux vous proposent des films comme ça, et qui en visant les spectateurs. Ils savent que les spectateurs de Netflix aiment le Japon, généralement, aiment les animés. C'est pour ça qu'ils ont financé Blame, ils ont financé Knights of Sidonia, et tout le temps ils font des trucs là. Donc ici, une adaptation de Death Note, quoi. Et, on sent quelque part cette sincérité, et les mecs qui ont quand même réfléchi un petit peu à leurs propos, à ce qu'ils voulaient en faire. Ils ont dit, on va faire un film pour les adolescents. Les adolescents, qu'est-ce qu'ils regardent? Ils regardent beaucoup de clips. On va prendre un réalisateur qui sait faire du clip. Donc tu as de la belle image. Ça ne s'arrête pas pendant 1h30. Je suis désolé, c'est pas plus débile comme je dis qu'un Destination Finale. Ouais, bah, regarde par exemple, regardez simplement l'adaptation, ce qu'on a pu faire aussi de Attaque des Titans. Voilà, regardez par exemple Battle Royale, le 2. Oh la vache. Voilà, et si vous voulez que je vous en cite encore, je pourrais. Donc il y a énormément de merde, et aussi bien fait par des Américains comme Dragon Ball, non d'accord, ce film n'existe pas, ou que des trucs de jeux vidéo, Street Fighter, donc oui, effectivement le Zoom il n'existe pas. Merci de rappeler tout ça. Voilà, et ben, je suis désolé, mais il faut rappeler aussi les merdes qui existent avant, et ça, c'est justement quelque chose qui n'est pas fait merdiquement. C'est juste que ce sont les fans qui râlent en disant que c'est pas le truc sur quoi ils s'attendaient, parce qu'ils sont fans de Death Note et s'attendaient à un Death Note. Mais c'est comme le film 3D de Saint Seiya.
il faut bien comprendre qu'il y a des concessions à faire, qu'il y a des trucs qui sont faits par des gens qui ont amené une nouvelle histoire, un nouveau truc pour une nouvelle vision par rapport à certains fans. Et comme tu le dis, maintenant ce sont limite des films de niche, mais de niche pour des dizaines de millions de spectateurs. C'est comme si vous disiez, allez, on a 100 personnes et ça s'adresse à 10 personnes. Et ben 10 personnes, c'est niche. Sauf que là, on est en millions de personnes. Pour 100 millions de téléspectateurs, c'est 10 millions qui vont le regarder et qui vont récupérer l'équivalent de plus de 30 millions pour faire le film. C'est un investissement pour une niche de personnes qui ont aimé un style. C'est ça. Ça prend la suite pour moi de ce qu'ils ont fait avec Castlevania, une série pour apprendre avec 6 épisodes. Extraordinaire. Ouais, j'irai pas jusqu'à là, mais ouais, franchement, oui, non, c'est du bon boulot. Ils se foutent pas de leurs spectateurs. Je dis pas que l'œuvre est extraordinaire, mais c'est la réalisation qui est extraordinaire. Ils ont fait une très bonne réalisation. C'est pas l'œuvre de l'année, c'est pas super méga beau, enfin méga bien. Tout comme Castlevania dans son scénario n'est pas un on est d'accord. Ça prend les poncifs du genre. C'est pour ça. Et c'est pour ça que ça reste un bon film. C'est comme par exemple dans Ghost in the Shell, ils ont pris des libertés qui font hurler certaines personnes. Hey, Papa Adversaire, il est pas là, mon Dieu. Ben non, oui, mais bon, voilà. Si on enlève ça, c'est parce qu'on sait qu'on va pas faire 36 films derrière. C'est pas un truc qui va être en livre. C'est vraiment un truc, un petit film américain qui passe. Ben c'est la même chose pour. Et c'est pour ça que j'ai envie de le voir. Moi. Non, mais franchement, regardez-le. Death Note, faites-vous votre propre idée. Moi, je vous dis, si vous partez avec l'esprit que c'est un teen movie à un style destination finale. Voilà, je pense que vous ne serez pas déçus. C'est pas un grand film, c'est un bon film du dimanche soir. Tu regardes, ça dure 1h30, c'est haletant. Et tu t'ennuies pas. Puis comme je vous dis, il y a de belles images. Voilà. C'est bon ? Bah écoutez, c'est ainsi que le rideau du Harukiya Full Manga Café se referme en espérant vous retrouver le mois prochain pour plus de manga, manhwa et de global manga. Si vous aimez le podcast, n'oubliez pas de nous écouter, évidemment, et à vous abonner sur SoundCloud, iTunes ou YouTube, ou les trois même. N'hésitez pas aussi à nous faire part de vos critiques et recommandations sur le Facebook de Harukiya, le Twitter, et aussi sur l'Instagram, ou tout simplement sur notre mail harukiyacafé, tout accroché, @gmail.com. Nos remerciements vont comme d'habitude au Kensington Café qui nous accueille tous les jeudis, 12 rue de la Faïencerie à Nancy, où vous pouvez déguster, comme je vous dis, les meilleurs cafés de Nancy. À tout manga, 8 cours des arts à Nancy, le manga shop qui fleure bon la passion et le bon son, n'est-ce pas Nico ? Yeah. Et Haute Production pour la mise à disposition technique, spécialisée en reportage, documentaire, teaser trailer, film d'entreprise. Vous pouvez nous retrouver sur www.hauteshopprod.com. Au mois prochain. Mais d'où cette fantastique connaissance et cette énergie peuvent-elles venir ?